Oui, bonjour Lucas Pierre. Deux régions sont mises à l'honneur. On va d'abord aller en Corse, sur l'île en Méditerranée, pour découvrir un peu les saveurs de la région. On va sûrement parler de bière sans vouloir vous spoiler. On montera tout au nord, dans la région de Normandie. Dans la région de Normandie, il fera un peu plus froid certes, mais ça promet d'être un beau voyage, Lucas. Effectivement, et ça, ce sera donc dans une heure, Camille. Pardon, ce sera dans l'heure qui suit. En fait, ce sera dans l'heure qui suit. Dans une heure, en revanche, on recevra le président et fondateur du mouvement du parti Les Patriotes, Florian Philippot, sera avec nous. Il répondra aux questions de Yanis Darras, et pendant toute l'émission nous serons en direct avec Alban Gamay de Saint-Germain et Dimitri Hainaut qui seront au Salon international du machinisme agricole à Villepinte. Et dans quelques minutes, Camille, Guillaume Charpin sera avec nous aussi sur le plateau et il sera bien accompagné. Il va pas venir seul, il va venir avec des petits poussins jaunes. Ils sont là, ils s'attendent juste derrière nous. On les a pris tout à l'heure dans les mains. Ils ont l'air inoffensifs pour l'instant, ça promet d'être très mignon. Donc tout ça, c'est dans quelques minutes. À travers champs, au studio du siècle vert, au Salon de l'agriculture, pavillon 4. Ça commence tout de suite. Juste avant, Camille Garcette, on fait un petit récap de la journée d'hier. Et oui, pour un petit récap, c'est la belle Manon Blanchis qui vient nous présenter ce qui s'est passé hier, lundi 25 février. Alors maintenant, faites-nous un petit rappel des événements, s'il vous plaît. Et oui, alors la journée d'hier était chargée en concours, surtout pour les vaches d'ailleurs, à commencer par celle de race Bleu du Nord, la race de l'égérie du Salon Imminence. Et cette année, c'est Glamour qui remporte la médaille et elle vient de Beaufort. Une autre race, Emati de la ville de Dixmont, a remporté le concours de la race rouge flamande. Alors on s'arrête souvent sur le gros prix parce que forcément c'est le plus important, mais il faut savoir aussi qu'il y a plein d'autres petits prix qui sont décernés à chaque concours. Et pour vous en citer quelques-uns, par exemple, il y a le prix de la meilleure mamelle adulte. Voilà. La meilleure mamelle adulte. La meilleure mamelle adulte. Okay. Pourquoi pas. Voilà, c'est pas commun. Pour les rouges flamandes, par exemple, c'est Madeleine de Simancourt qui l'a remporté cette année. Voilà. Alors on a également des classements des femelles en 4e, 3e et première lactation. Ça aussi c'est original, je trouve. Camille. Ouais, comme chaque jour, on a des personnalités politiques aussi qui viennent un petit peu à la rencontre des exposants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus un peu, Manon? Eh bien, hier, c'était le tour de Laurent Wauquiez, le patron des Républicains. Forcément, il s'est attardé un peu plus sur le stand des exploitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il est quand même président de la région. Donc, il a apparu très détendu. En même temps, c'est un habitué du Salon de l'agriculture. Forcément, il n'a pas résisté à lancer une petite pique au président Emmanuel Macron. Ce que fait le président, ce n'est pas correct, parce qu'on sait tous qu'en ce moment, le budget de la politique agricole risque d'être amputé de 10 à 15%. En tout cas, lui assure avoir doublé le budget de sa région pour l'agriculture. Il a quand même eu le droit aussi à sa petite confrontation. Il a croisé le chemin d'un agent de Pôle emploi qui l'a interpellé, attention, sur une phrase qu'il a prononcée il y a 10 ans. Vous aviez noté l'ANPE 11 sur 20, mais sur les critères, on n'a jamais su. Alors à ce moment-là, en effet, il était chargé au gouvernement d'opérer la fusion de l'ANPE et de l'ACEDIC pour donner naissance à Pôle emploi. Et Laurent Wauquiez s'est défendu en répondant « Vous savez, si je demande aux gens ce qu'ils pensent de Pôle emploi, on n'en serait peut-être pas très loin. » Laurent Wauquiez qui d'ailleurs est au Salon de l'agriculture aujourd'hui. On l'a vu passer devant le studio du siècle vert. Merci beaucoup Manon Blanchis. Et comme tous les jours de la semaine, c'est Guillaume Charpin qu'on retrouve maintenant, qui va à la recherche des animaux, qui rencontre les animaux sur le salon. Camille Garcette, vous êtes avec Guillaume Charpin. Oui, je suis avec Guillaume Charpin et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est pas venu seul. Je ne sais pas si on peut le voir dans la petite cage, mais ils sont au moins une bonne douzaine de poussins. Oh bah, regardez, Guillaume là dans la main. Guillaume, vous avez ramené des poussins, expliquez-nous un peu pourquoi. Dites-nous, comment est-ce que ça se passe là-dedans? Eh ben alors tout d'abord, bonjour Lucas, bonjour Camille. Alors ces poussins, ils viennent pas de très loin, puisqu'ils viennent d'ici, ils viennent du hall 4. Ils viennent juste d'à côté là, ils viennent du stand E069 et en fait ce n'est pas du tout un stand qui vend des poussins ou qui s'occupe d'élevage de poussins. C'est un stand qui est spécialisé dans l'élevage, dans la chasse et dans la pêche et eux justement ils vendent les cages que vous pouvez voir ici. Tenez Camille, faites un peu de travail, là, prenez le poussin. J'ai pas l'habitude de prendre des... Mais voilà, regardez, il va pas vous faire de mal. Est-ce qu'on sent le malaise là? Oui. Donc voilà, donc ce stand c'est du Catillon. Et on a quand même un peu de la chance de les avoir aujourd'hui avec nous au salon, ces volailles, parce que, rappelez-vous, il y a 2 ans, ils avaient été interdits pour cause de grippe aviaire, une très grosse épidémie de grippe avait frappé le sud de la France, et ça avait été très compliqué. Et il faut savoir qu'il n'y a eu que 2 fois dans l'histoire du salon où les volailles avaient été interdites. Bon, cette année, on a de la chance, ils sont un peu plus de 700, poules, coqs, pigeons et évidemment poussins compris. Ils sont un peu plus de 700 cette année au salon.
Et donc du coup, à part sur le stand du Catillon, où on peut voir ces poussins là qui sont en cage que vous pouvez aller admirer dans le hall 4, il y a d'autres poussins que vous pouvez aller admirer au salon. Et ces poussins, ils sont sur le stand des fermiers de Loué. Ah, vous en avez fait tomber un, je crois. J'en ai cassé un, oui. Si vous voulez, regardez, on va le remettre dans sa cage. Attendez. Comme ça, Je il va pense plus qu'il a un peu nous peur. embêter. Hop, Et remettez-le dans sa cage. Voilà. Il va plus nous embêter maintenant. Tout va bien. Et donc, comme je disais, des poussins, à part sur le stand du Catillon, vous pouvez en voir également dans le hall 1. C'est au stand des fermiers de Loué. Et en fait, ce stand, ce qui est assez incroyable, ils font ça depuis l'année dernière. Et en fait, tous les jours, les visiteurs du salon peuvent venir admirer l'éclosion des poussins, la naissance de ces poussins. C'est-à-dire Le moment où ils sortent de l'œuf. exactement, c'est ça. c'est-à-dire là, c'est dans le stand, c'est au niveau du stand G094 que vous pouvez admirer un peu le miracle de la vie, j'ai envie de dire, hein, d'aller admirer ces poussins qui naissent. Et en fait, l'année dernière, ils avaient eu quand même 30 000 visiteurs qui étaient venus les voir pour admirer ces naissances. Ils en espèrent également beaucoup cette année. Et il faut savoir également qu'il va y avoir à peu près 1000 poussins qui vont éclore sur toute la durée du salon. Il y a déjà dû en avoir quelques-uns qu'on peut admirer évidemment dans ce hall 1. Ils ont pu prévoir les naissances avant le salon pour pouvoir c'est-à-dire, faire en fait, les je vous éclosions. explique, c'est-à-dire tous les matins, il y a des agriculteurs qui font partie du stand des fermiers de Loué, D'accord. qui vont dans le village de Loué, qui se situe dans la Sarthe, et en fait, ils le ramènent en transport, hein, donc soit ils y vont en voiture, soit ils y vont en transport en commun. Des Ils les ramènent ici transports sur le salon, écologiques, bien sûr, évidemment, n'est-ce hein, bien pas sûr, Voilà. c'est très important. Ils les ramènent sur le salon et ils vont les faire éclore devant les visiteurs, en fait, tout simplement. Un C'est-à-dire, moment, on va voir les œufs très qui sont, vous émouvant. savez, dans ces couveuses, dans ces grosses couveuses qui Oui. chauffent. Oui. Et en fait, les œufs vont éclore devant le public ébahi, évidemment, du salon de l'agriculture. Mais moi, ce qui m'a toujours étonné avec les poussins, c'est que je vois l'œuf, je vois le poussin, mais je ne vois pas la transformation avec la poule ou le coq. Je ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Je ne sais pas s'ils grandissent d'un coup. Je suis allé me renseigner avec le stand du Catillon. J'ai pas eu le temps encore de passer au fermier de Loué. Mais au stand du Catillon, la personne qui s'occupe de ces poussins, parce que forcément ils vendent des cages, mais il faut quand même bien s'occuper des poussins, Bien sûr. leur donner à manger et à boire. Et il m'a dit qu'apparemment, dans les poussins qu'on lui remettait, c'était un peu la surprise. Il ne savait pas trop comment gérer, si c'était une femelle ou un mâle. Il les arrivait et en fait, en grandissant, on se rend compte qu'il y en a certains, c'est des mâles et d'autres, ce sont des femelles. Je pensais vraiment que c'était possible de savoir le sexe donc du poussin grâce à l'œuf. Après, Peut-être. je pense que si on va voir Incroyable. si on va voir des éleveurs, Oui. sûrement d'ailleurs au stand des fermiers loués, je rappelle, hein, c'est dans le hall 1 au stand G094. Ces fermiers évidemment qui participent à la naissance de ces poussins, je pense que eux ils peuvent vous expliquer un peu plus précisément que nous comment se passe la maturation des poussins en mâle ou en femelle. L'éclosion qui doit être un moment très émouvant quand même. N'hésitez pas à aller voir, amener vos enfants. C'est ici, vos c'est familles. dans ce hall. C'est dans ce pavillon 4, n'hésitez pas. Franchement, les poussins, c'est quelque chose de très mignon, même si moi ça me fait un peu peur, je vous avoue. Ah bah on a vu ça, mais c'était quand même très beau, vous avez surmonté votre peur quand même grâce à ces poussins. J'ai surmonté ma phobie. Merci Guillaume hein, pour ces petits poussins très mignons, Lucas. Je sais pas si vous avez peur, mais moi ça commence à me faire flipper. Là. Non, j'ai pas peur, ça va, ils sont mignons quand même. Et on précise quand même que le poussin va bien, il est tombé mais il va bien. On l'a- Il va oui, très il va bien. bien, c'est Aucun vrai. poussin n'a été blessé pendant C'est cette vrai. chronique, faut quand même le préciser. Merci Guillaume Charpin, on vous retrouve tout à l'heure. Camille, on est en direct avec Alban Gamet de Saint-Germain et Dimitri Hainaut qui sont eux au Salon international du machinisme agricole. Alban Gamet de Saint-Germain, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien, Lucas. Bonjour, Alban. Bonjour à tous. Et oui, donc comme vous l'avez dit, nous sommes au CIMA, donc le Salon international du machinisme agricole, un salon dédié aux professionnels de l'agriculture et de l'élevage qui se déroule donc du 24 au 28 février au Parc Expo de Villepinte. Et je suis avec Jean-Paul Hébrard, animateur de l'émission Power Boost, l'émission donc avec le groupe TVA Agri qui, on le rappelle, nous permet aujourd'hui d'avoir notre plateau au Salon de l'agriculture et de faire cette émission. Alors Jean-Paul, première question, qu'est-ce qu'on peut trouver au CIMA ? Bonjour Alban. Alors effectivement, ici c'est vraiment le salon des professionnels, c'est-à-dire qu'on va retrouver uniquement des agriculteurs, des éleveurs, pas du tout du grand public, et c'est ça la différence par rapport à ce qui se passe à Paris à la porte de Versailles. Alors qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici les agriculteurs ? Ils viennent chercher de l'innovation, du gros matériel, des solutions techniques par rapport à des problèmes de désherbage de culture. Et effectivement, dans ce salon, on va voir les tout nouveaux tracteurs. Et il y a eu même une émeute dimanche pour entrer ici dans le salon, tellement les agriculteurs étaient motivés. Très bien. Alors donc un salon réservé aux professionnels qui viennent en fait chercher des solutions. Donc quel type de solutions ? Ça concerne vraiment toute l'agriculture et tout l'élevage.
Alors oui, ça concerne tous les secteurs de l'agriculture, un petit peu élevage. C'est quand même Paris encore qui reste bien centré sur la génétique et les animaux. Ici, on va retrouver essentiellement, côté nouveauté, par exemple, les robots. On voit arriver les robots en agriculture. Alors quand on dit robots, c'est soit des tout petits robots qui permettent aujourd'hui de pouvoir travailler toute la nuit, toute la journée, réaliser des opérations que l'agriculteur ainsi peut ne pas réaliser et peut-être s'intéresser beaucoup plus à son micro-ordinateur, à ses calculs de marge. Et on voit aussi des robots de ce qu'on va appeler plutôt des tracteurs autonomes, c'est-à-dire des tracteurs où on enlève la cabine, on enlève le pilote et il y a 2 ou 3 tracteurs qui vont se suivre. Le premier, il va y avoir un chauffeur et puis derrière, il va y avoir d'autres tracteurs qui vont suivre, qui vont opérer les mêmes réalisations techniques. D'accord. Et on voit alors derrière nous, il y a donc un plateau, de l'émission Power Boost. De quoi on parle dans Power Boost? Alors Power Boost, on parle tout au long de la journée de tout ce qui est innovation technologique. On sent vraiment le numérique, la digitalisation de l'agriculture est en marche. Alors on voit des plateformes de co-farming. Cet après-midi, d'ailleurs, il y a un colloque sur le co-farming. Le co-farming, c'est en quoi le numérique permet aujourd'hui aux agriculteurs de se rencontrer, d'échanger, de mutualiser leur matériel pour que cela coûte moins cher, par exemple. Et alors j'imagine que c'est aussi un salon qui permet à tous les agriculteurs de se rencontrer et justement d'échanger sur les différentes techniques aujourd'hui utilisées dans l'agriculture. Est-ce qu'il y a des débats qui sont organisés? Est-ce qu'il y a alors il y a un colloque qui va être organisé, mais est-ce qu'il y a d'autres débats tout au long du salon qui sont organisés? Oui, tous les jours, il y a des débats. Alors, de quoi on parle? On parle beaucoup des techniques alternatives, puisqu'on essaie de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. On essaie de trouver comment faire. C'est pas toujours simple. Souvent, il faut faire appel à des solutions mécaniques. Solutions mécaniques, ça veut dire le fait aussi de passer plus souvent à des tracteurs. Donc, c'est pas forcément positif, parce que si on utilise du gasoil, du GNR, ce qu'on appelle le GNR pour les agriculteurs, du gazole, ça veut dire que ça participe aussi au réchauffement climatique. Donc, on n'a pas une solution qui vient remplacer une autre aussi simplement que ça. Alors dernière question, Jean-Paul, est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont attendues pour ce salon, un petit bébé qui va sortir, je sais pas, une grosse machine Alors, ce qu'on voit surtout, c'est l'arrivée de l'énergie électrique dans les tracteurs. Par exemple, Fendt, qui est une grosse marque de tracteurs allemande, qui est bien connue dans le monde agricole, propose ici son tracteur e-Sense, un tracteur totalement électrique. Il n'y a plus de moteur thermique, il n'y a que de l'électricité, exactement comme sur les voitures. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des autonomies qui sont encore un petit peu courte par rapport à l'utilisation, mais le tracteur électrique est très bien adapté pour des utilisations à la ferme, puisque l'agriculteur il reste quand même géocentré par rapport à sa ferme, donc le soir il peut recharger. Et c'est un salon qui est dédié aux agriculteurs du monde entier. Exactement, de plus en plus international. Aujourd'hui, si on regarde en Europe, il y a le premier salon qui est le salon Agritechnica en Allemagne, c'est vraiment la référence tous les 2 ans. Il y a un salon italien à Bologne et il y a le CIMA à Paris, c'est le 3e salon. Et alors là, nous sommes dans le hall 4. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Quels sont les autres halls en grosso modo? Si on est professionnel, on veut venir. Qu'est-ce que je vais trouver au hall 4, au hall 5, dans les autres halls? Alors, si on débute les premiers halls, c'est tout d'abord dédié plutôt à l'élevage, c'est dédié aussi à tout ce qui est équipement. Le hall 4, ici, on est plutôt nouvelles technologies et quelques constructeurs étrangers de tracteurs. Quand on va dans le hall 5, c'est plutôt tout ce qui est pulvérisation et organisation des agriculteurs, toutes les fédérations par exemple. Hall 6, Hall 7 et puis aussi les Hall 5, là on est vraiment sur les gros matériels, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses avec les différentes marques bien connues dans ce secteur. Très bien, Alban, justement on va aller y faire un tour, on va vous faire visiter tout ça. On espère pouvoir d'ailleurs grimper dans une grosse moissonneuse-batteuse, ça peut être marrant. Merci Jean-Paul. On vous souhaite une bonne fin de salon. On rappelle aussi que vous faites les allers-retours aussi avec le salon de l'agriculture. Donc merci à vous. Lucas, voilà, je vous redonne la main. Nous, on va se balader un peu et puis vous proposer d'autres rendez-vous au cours de l'émission. Eh bien, allez-y, on vous retrouve un peu plus tard. Merci beaucoup, Alban Gamet de Saint-Germain. Je rappelle que vous étiez avec Dimitri Hainaut au salon du machinisme agricole. Comment tu veux que je t'aide pour la suite? Tu te balades? On est toujours là. Bon, pas de jingle, c'est pas grave. On est toujours là. Camille? Bah écoutez, on fait avec, y a pas de souci. Mais je pense qu'on peut présenter directement la région du jour. Bah oui, c'est l'heure de présenter la première région. Manon Blangis qui nous présente la Corse.
aujourd'hui. Exactement. Et oui, bon, alors pas besoin de vous dire que la Corse, quand même, c'est la petite île en bas à droite de la France, hein, j'espère. Plus intéressant, la Corse est considérée comme une collectivité territoriale unique française depuis le 1er janvier 2018. C'est-à-dire que la collectivité, l'assemblée élue, en fait, exerce les compétences dévolues à la région et au département. Et si je me trompe pas, c'est un empereur français qui vient de Corse. Ah bah, très bien vu Camille, Eh oui, très bien. merci. Le fameux Napoléon Bonaparte est en effet né à Ajaccio, en Corse du Sud, en mai 1968, alors que la Corse est encore génoise à l'époque. Elle ne devient française qu'en 1789 par décret. Et Napoléon adore faire des petits allers-retours, voilà, sur son île natale. Alors parfois pour demander à l'Assemblée constituante de rattacher la Corse à la France, ce qu'il obtient d'ailleurs, hein, ou parfois en tant que lieutenant-colonel en second du 2e bataillon de la garde nationale pour les districts d'Ajaccio. Ça va, c'est pas trop Voilà, long. non, pas trop long, ça va. Et Napoléon et la Corse, en fait, c'est un peu une relation haine-amour, on va dire. Vous me direz, ça dépend aussi avec quelle Corse. Hein. Mais Napoléon sera même obligé de fuir l'île de Beauté en 1793 devant les menaces des partisans de Pascal Paoli, son grand ennemi là-bas. Et une fois au pouvoir, en tant qu'empereur, il va quand même ordonner de grands travaux d'embellissement de Bastia et Ajaccio. Et Napoléon n'est pas le seul à être attaché à l'île de Beauté. Écoutez, je vous le donne en mille. C'est Patrick Fiori qui a également des points communs avec l'île de la Corse. Voilà, c'était évident, je pense. Ah oui, très évident. Le chanteur, auteur, compositeur Patrick Fiori, qui est corse par sa mère, hein, et qui est très fier de ses origines d'ailleurs. Et pour le prouver, il a sorti un album en 2015, voilà, qui s'appelle Corsu Mezu Mezu. Je suis pas sûre de le prononcer Très bien. Ouais, on voilà. vérifierait ça, oui. Il réunit 15 chansons représentatives de la culture corse avec des duos d'artistes. Alors à chaque fois, c'est un artiste du continent et un de la Corse. Voilà, donc très fort ce Patrick, il a géré ce projet lui-même. Mais par contre, il manque quelque chose à la Corse. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Patrick encore. Le saucisson d'âne n'existe pas en Corse. Et bien, pour tous les Corses, du coup, je suis sûre qu'ici, au Salon de l'Agriculture, il y en a et ils peuvent en goûter. Merci beaucoup Manon Blangis. On vous retrouve tout à l'heure pour la présentation de la 2e région. On est avec Bastien Cochet maintenant, Camille. Et il y a beaucoup de choses sur la table. Bastien, je sais pas, mais là, vous êtes en train de me faire rêver, Bastien. Eh oui. Bonjour Camille, bonjour Lucas. Alors, nous sommes avec Françoise Tianfarani, qui est productrice de fromage et de brocho fermé AOP. Donc vous êtes dans le pavillon 3, sur le stand de la Corse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous nous avez amené aujourd'hui? Alors. On va simplement vous demander de bien parler dans le micro. Oui, d'accord. Voilà, encore, mettez-le Vous à pouvez côté le du coller, menton. Voilà, voilà, bon, exactement. parfait. Oui. Alors, bonjour, voilà, donc la Corse, comme tous les ans, vient au Salon de l'Agriculture et on met tous ces produits fermiers. Donc nous avons donc les grands stands avec tous les produits fermiers. Donc nous avons emmené les fromages et je représente les producteurs qui ne peuvent pas monter, malheureusement, présenter leurs produits eux-mêmes au stand de fromage. Donc nous avons à peu près une quinzaine, 15 à 20 producteurs qui nous confient leur fromage. Donc on leur fait leur promotion, goûter et vendre leurs produits. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez du brocho, est-ce que vous pouvez nous expliquer la particularité? Alors nous avons du broch, c'est le seul produit pour l'instant en Corse qui est en AOP. Donc nous avons le broch fermier en AOP et le broch passe que je vous présente ici aussi. C'est-à-dire c'est le broch frais, qu'on sale, qu'on fait sécher, qui se mange comme du fromage. Voilà, donc c'est les deux seuls produits pour l'instant qui sont en AOP et les fromages qui sont en démarche. On espère un jour qu'ils arriveront eux aussi à avoir une AOP. Et ça, ce que je peux vous dire, nous avons 5 types de fromages en Corse. Donc nous avons le Niol que je vous présente là, qui est en haut au nord de la Corse, du Calenzane, mais que je n'ai pas là sur le plateau. Du Basilicatch, qui est un fromage qui est dans le sud de la Corse, du côté d'Ajaccio. Nous avons le Sartenay, qui est là voilà, en dégustation, mais que je n'ai pas pu mettre sur le plateau parce que ce sont des grosses formes de fromage. Parce qu'il y en a beaucoup aussi, ça donne voilà, vraiment envie. donc je n'ai pas pu vous emmener tous les fromages que nous avons sur notre stand. Et vous avez le Vénaquet qui se trouve au centre de la Corse, Corté et tous ses alentours. Donc on a un très beau plateau, donc ce sont tous des fromages de brebis? De brebis fermiers. Fermiers. Nous représentons que les fermiers. Très bien. Depuis quand est-ce que vous produisez du fromage? On produit du fromage depuis 1983. D'accord. Et est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer la différence entre le broch et le brocho passo?
Alors, le brooch, c'est un fromage qui se mange, c'est un fromage blanc qui se mange directement une fois qu'on a terminé notre fromage. Donc, ramasser le fromage et qu'on l'ait fait, donc avec le petit lait, et le rajout du lait qu'on fait chauffer. Une fois qu'il arrive à 80 degrés, les petites pustules qui remontent à la surface, on ramasse le brooch, donc qui se mange chaud, qui se mange avec de la confiture, qui se mange, après nous pouvons le cuisiner en faisant des cannellones, des tartes. Et là, il y a un petit livre de recettes où vous avez comment on peut manger le brooch dans toute sa splendeur. Donc on peut faire des desserts. Des desserts, des les desserts tartes, avec les du piadones brooch. avec le brooch. D'accord. Et donc vous produisez le fromage, mais est-ce que vous avez aussi l'élevage? Est-ce que ce sont Nous, vos on a brebis? l'élevage de brebis, oui. Et c'est un élevage d'à peu près combien de têtes pour produire nous, tout ce fromage? donc il y a moi et ma fille qui est jeune agricultrice aussi. Donc en tout à deux, nous avons à peu près plus de 300 brebis. Mais la brebis, donc c'est la brebis corse. Pour avoir un AOP, il fallait d'abord avoir une brebis race corse. Voilà, donc c'est la petite brebis. Excusez-moi, vous m'avez déjà convaincu, madame. Je me permets de goûter, comme ça, n'hésitez pas Voilà, à continuer à parler allez-y, avec vous Bastien. goûtez. Voilà, Voilà. moi je prends un petit bout, continuez, hein, Voilà, n'hésitez pas. donc allez-y, le plateau est là pour manger. Ça va Donc, vous faire la brebis plaisir. qui est en race corse, c'est une petite brebis qui vit tout le temps dehors. Donc nous ne faisons pas de l'élevage dans les hangars extensifs. Voilà, D'accord. qui neige, qui vente, la brebis est tout le temps Donc à élevée en plein l'extérieur, air. En plein air. Avec quelle boisson vous conseilleriez de manger ces fromages par exemple? Ce fromage Une boisson avec typiquement corse un ou... petit Un vin sirop rouge. menthe. On a d'excellents vins sur la Corse, du haut de la Corse jusqu'à l'extrême sud. Et vous pouvez le manger, le déguster avec un très bon vin. Je ne vais pas dire de nom, mais En tout cas, nous, Bastien, on y était hier au stand, on a goûté un peu le fromage et c'est vrai qu'il est excellent. Camille Ils sont Garcet, vous venez de le excellents. goûter. Oui, c'est Voilà. c'est excellent, mais c'est très fort. En alors fait, faut ce que aimer vous ça. avez c'est goûté fort, là, il faut c'est aimer un le niol. fromage. C'est un Ah, d'accord. fromage qui est C'est- très typique. c'est et particulier. Ouais. D'accord, parce que oui, c'est vrai que c'est assez fort. C'est très bon en bouche, ça tient Voilà. le goût. Et c'est vrai que ça m'étonne de voir qu'on peut le manger avec du sucré et du salé. C'est quand même très particulier. Et sur votre exploitation, vous proposez aussi des visites, des activités? Alors oui, on fait des visites à la ferme. Alors les gens veulent venir à voir comment on traite. Ils peuvent assister à la fabrication du brooch. On reçoit des petits groupes à partir du printemps. Voilà, on peut dire à partir du mois d'avril jusqu'à fin juin. Il faut dire que la fabrication chez nous commence de septembre jusqu'à fin juin. D'accord. Et après les vêtes, elles vont en estive ou restent dans les champs. En tout cas, le plateau a l'air excellent. Vraiment, je pense qu'on va se régaler. Merci beaucoup. Merci à beaucoup, vous. je confirme que c'est excellent. Moi, personnellement, mon petit préféré hier, c'était la tome de brebis. C'est vraiment très très bon. Donc n'hésitez pas à y aller et à acheter ces produits parce que c'est vraiment de la qualité pour le coup. Vous pouvez peut-être rappeler où est-ce que vous êtes situé, madame, dans le salon? Alors on est au hall 3. Hall 3. On ne peut pas le louper. Corsica, c'est marqué en gros. Ouais, bah, d'accord, c'est- qui est un c'est noté. très très beau stand, l'un des plus beaux. Voilà. Merci On vous beaucoup remercie. Françoise, merci Bastien. Dans quelques instants, on retrouvera Antoine Lermite qui viendra pour présenter cette fois-ci une boisson corse. Ça c'est dans quelques instants, on fait une petite pause et on revient. Toujours en direct du studio du Siècle Vert, ici dans le pavillon 4 du Salon de l'Agriculture. Et Camille, on rappelle quand même les gens peuvent réagir et poser les questions hein, à nos invités. Oui, vous pouvez poser vos questions. On va les lire en direct juste sur l'écran qui est là. Vous mettez juste le hashtag Siècle Vert et on regardera l'écran, on lira vos interactions en direct. Et maintenant, on passe à la boisson. Bon, la boisson de Corse, on a fait le fromage juste avant, maintenant c'est la boisson Camille. Oui, excusez-moi un petit éternuement. Oui, on va passer à la boisson. Je pense que Antoine Lermite est peut-être un peu plus calé pour nous en parler. Oui, genre un petit peu plus. C'est pas moi qui en Bonjour, sais plus. Antoine. Bonjour Lucas, bonjour Camille, bonjour à tous. C'est pas moi qui en sais plus, c'est Pierre-François Mastriacci qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous produisez de la bière corse et attention qu'il y a ici qu'on voit très bien ici Ribella. Ribella, qu'on voit ici. d'accord. Et je vais commencer comme j'avais pu le faire hier déjà par vous féliciter parce que vous avez une des deux bières ici, celle qui est qu'on voit sur la droite, qui a été récompensée. Ah, Qui est, récompensé, d'accord. Voilà, donc qui est considérée comme une bière d'exception finalement dans le salon, au salon de l'agriculture. Et c'est une des productions qui sont vraiment très autonomes. On mise beaucoup sur l'autonomie à Ribella. Justement, on en parlait tout à l'heure, Pierre-François. C'était vraiment, on est sur des productions qui sont vraiment, non pas, le mot qui me vient c'est modeste, mais c'est pas ça du tout, qui vraiment mise sur l'autonomie. Beaucoup sur
sur la tradition. Pardon. Je vais y arriver. Enfin, la tradition de vous m'entendez là? La tradition de bière, elle n'a pas forcément en Corse. Enfin, a priori, dans les fouilles, on n'en a pas trouvé. Jusqu'à maintenant. Mais on mise sur la tradition céréalière. C'est-à-dire que nous, Ribé, on s'évertue à produire l'intégralité des matières premières de notre bière. D'accord. Voilà, on vise le zéro importation. C'est pour ça que la bière s'appelle, notre slogan, c'est bière autonome. Donc vous faites absolument tout du début, vraiment du début à la fin. On fait quasiment tout, puisqu'on fait 100% de nos orges. Donc on plante des orges brassicoles. Donc l'idée, puisque nous à la base on est vignerons. Donc on a la notion du terroir, du cépage. Voilà, donc on a voulu qu'il y ait la notion de terroir et même de millésime. Bon, alors pour le coup c'est une moisson de millésime, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, la bière ne sera pas parfaitement identique. Voilà, on a des champs d'orge plantés en bord de mer, donc avec des influences marines. Voilà. Ça c'est la partie orge, ensuite on a la partie houblon. J'en parlerai peut-être après parce que c'est un petit peu plus long. Et alors justement, c'est votre tradition qui permet aussi, parce que toutes les bières qui sont là ont des parfums différents, des goûts différents, parce que justement, la Alchemia qu'on prononce, je ne me trompe pas, Alchemia justement c'est avec du raisin. Pardon? Alchemia. Alchemia, pardon. Attention. Moi j'ai malheureusement besoin d'apprendre. Elle est faite avec il y a du raisin, c'est ça? En fait c'est une bière, les Italiens font ce type de bière, ils appellent ça les IGA, Italian Grape Ale. Donc à base de grappe. Nous on a fait une CGA, une Corsican Grape Ale. Ça a le même nom que Concours Général Agricole. Bon. Oui, aussi, c'est vrai. Voilà, c'est une bière, puisque là, on a fait un hommage, on a fait une bière hybride, puisqu'on est au milieu du vignoble. Et en fait, on est entre la bière et le vin finalement. On brasse, oui, on met 40, pour qu'on reste en catégorie bière, on met 40% de mou de raisin. Donc c'est un mou de raisin qui est bloqué à 0 degré en température. Et on le brasse comme si on brassait une bière. Donc il remplace l'eau en fait. Donc il y a 40% de mou de raisin, 60% de mou de céréales. C'est ça que je voulais savoir, c'est que le savoir-faire bière-vin se ressemble vachement en fait, c'est ça? Ouais, c'est très proche. D'accord. C'est des fermentations. Mais... La bière, elle croise plusieurs mondes. Elle croise le monde du pain, puisque c'est le pain liquide. Voilà. Est-ce qu'on peut parler rapidement du coup de l'autre bière? Parce que là on parlait donc de la Alchemia qui est juste à droite. On va tourner un petit peu. Maintenant cette bière là c'est Apa Regina, c'est ça? La reine des abeilles. D'accord. Et alors là pour le coup le goût c'est quoi? La reine des abeilles, Lucas. Miel. Exactement. Okay. Exactement, c'est fait à base de miel. D'accord, c'est fait à base de miel. C'est une bière au miel du maquis, AOP. Puisque là, je n'ai pas amené toute la gamme, on a une dizaine de bières. Et dans toutes nos bières, au-delà de la matière première basique, je dirais, qui est la céréale et le houblon, on utilise des arômes naturels. C'est-à-dire que là, pour la bière au miel, on met 50 kg de bière au miel du maquis AOP directement dans le brassin. Après, on a fait une bière à la farine de châtaigne AOP, on fait une bière à l'immortel de Corse. On fait une bière à la Népita, qui est une menthe endémique. Voilà, on a tout un tas de... Une IPA à la Népita. Donc en ayant des bières, en essayant de rester innovant, on utilise des ingrédients qui s'utilisaient plus dans la cuisine, dans des cannellones, des choses comme ça. On n'est pas dans la bière. Là. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup au Salon d'Agriculture? Tout simplement au stand des régions, de la Hall 3, au stand de la Corse. Voilà, bon, Hall 3, donc stand de la Corse, pour déguster ces bières donc, au miel. C'est surprenant quand même. Hein. Donc, pour déguster au raisin, ça, à la menthe, il y en a plein de différentes. Le meilleur moyen, c'est d'y aller, tout simplement. Mais il faut vraiment y aller alors. Merci beaucoup, Antoine Lermite. Merci, monsieur. Tout simplement, merci d'avoir présenté ces bières. On ira voir quand même pour goûter un petit peu tout ça. Merci. Merci. Camille Garcette, comme chaque jour, Alexandra Delbo vient nous présenter comment fonctionnent certaines machines, certains objets. Aujourd'hui, on va parler aussi de bière, il me semble, c'est ça? Oui, exactement. Je suis de l'autre côté du plateau, donc avec Alexandra et Alain Dossy, qui est maître brasseur depuis 1977.
directeur de la brasserie La Choulette. Alors, on va savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on fabrique de la bière avec vous, Alexandra. Pardon. Exactement, on va voir comment est-ce qu'on passe de ces matières premières à ce produit final. Donc là, vous avez amené différentes choses. Est-ce que vous pouvez les décrire? Oui, d'abord, bonjour à tous. Voilà, donc très rapidement, en brasserie, on utilise de l'orge, mais de l'orge maltée. Le maltage, c'est une opération qui consiste à mettre cette orge en trempage pendant 2 à 3 jours, avec des périodes sous eau et sous air à 15 degrés. Ensuite, une germination va démarrer, c'est-à-dire que le germe du grain d'orge, naturellement, comme s'il était en terre, va démarrer sa germination. Et donc, nous allons passer, en malterie, on va passer en case de germination. La germination va durer 5 à 8 jours. Le but est de faire produire à ce germe du grain d'orge des enzymes. Donc, le malteur fabrique des enzymes. Et ensuite, ces enzymes, c'est le brasseur qui va les faire travailler. Lorsque la germination est suffisante, le malteur va sécher, c'est l'opération de touraillage, et ramener l'humidité qui était de l'ordre de 44% à 4%. Et donc, on va tourailler. Et suivant la température de touraillage, la température de séchage, on va avoir différents types de maltes. On a des maltes pâles, on peut avoir des maltes qui sont un peu colorés, des maltes Munich, des maltes Vienne, ou des maltes qui sont très colorés parce qu'on aura prolongé un peu la germination et éventuellement passé en torréfacteur. Et ces différents maltes vont nous permettre de faire des bières de différentes couleurs et de différentes nuances. Donc c'est ça qui donne la couleur aux bières et c'est pas du tout la force, c'est le malt en fait d'origine, c'est ça? Alors voilà, c'est le malt, c'est la manière de fabriquer aussi, ça peut être la cuisson, voilà. Mais essentiellement, c'est, je dirais, le malt qui va donner la couleur. Voilà. Et la première étape, du coup, c'est le concassage entre le malt et l'eau, c'est ça? Voilà, donc, en brasserie, on reçoit du malt. Ce malt, on va le concasser, faire une mouture. Cette mouture, on la mélange dans de l'eau, c'est l'empâtage, 45, 50 degrés. Ensuite, on va chauffer, respecter des paliers de température. Et pendant ces paliers de température, les enzymes, donc naturelles, vont dégrader l'amidon en sucre simple, dégrader les protéines en acides aminés, voilà, ce qui est le but de l'opération de brassage en elle-même. Et on va se retrouver donc à 72-73 degrés avec un mou, un jus sucré, exactement comme un viticulteur qui vient de rentrer sa récolte. Voilà. Et ensuite, l'étape d'après, ça va être, on va rajouter le houblon, c'est ça, qui est une plante? Alors, c'est pas tout à fait fini puisqu'on a le mou, le jus sucré, mais il contient encore des écorces, des pailles qui viennent du malt. Donc on va faire l'opération de filtration. On utilise une cuve filtre ou un filtre presse, on récupère le premier mou, on va faire des lavages pour extraire au maximum. Et voilà, ça c'est vraiment l'opération de filtration. Et on va repartir sur la cuisson. On va faire une cuisson d'une heure et quart pour les bières blondes, 1h30 pour les bières ambrées. Et c'est pendant la cuisson qu'on va mettre le houblon. Alors là, vous avez du houblon en pellette. Alors le houblon, c'est une plante assez extraordinaire. Humulus lupulus, c'est connu depuis la nuit des temps. Et la qualité, on a remarqué que le houblon avait des qualités médicinales, puisque c'est une plante qui va tendance à calmer, qui a des propriétés. Ça fait partie de la famille des cannabinacées, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc c'est utilisé pour ses qualités calmantes, on va dire. Et puis on a trouvé aussi le houblon une qualité assez rare dans la nature, c'est qu'il y a une substance qui va protéger des contaminations, donc qui est antiseptique, on va dire. Bon. Et ce qui permet de mieux réussir les bières quand on est dans des milieux, on va dire rustiques, comme il pouvait l'être il y a des centaines d'années. Voilà. Donc du coup, le houblon est devenu obligatoire parce que ça permettait de gâcher de la matière première pour faire de la bière. Donc ce houblon, on le met pendant l'ébullition. Il y a différents types de houblon, là aussi, différentes manières de le mettre. Enfin, tout ça, ça fait partie du travail du brasseur de déterminer. Lorsqu'on a terminé, on refroidit le mou, on l'envoie en fermentation. On utilise là la fameuse levure de bière. Alors il y en a deux grands types, Saccharomyces cerevisiae pour les levures de fermentation haute, qui vont travailler entre 18 et 23. Saccharomyces carlsbergensis pour les levures de fermentation basse. Voilà. La fermentation va durer 5 jours, 5-6 jours. Il y a une période soit de fermentation secondaire pour la basse, soit de maturation pour la haute. Et ensuite, après, on va filtrer et embouteiller. Alors, on a parlé un petit peu de vin tout à l'heure. Il faut savoir que quand on fermente le vin, en général, on commence par des levures qui sont des Saccharomyces cerevisiae, qui sont présentes naturellement aussi sur les raisins. Et c'est la levure, du coup, qui va transformer le sucre en alcool. Voilà, donc tout à fait. C'est la levure qui va
à travers sa membrane, absorber les sucres et les acides aminés, d'où l'importance de réduire ces molécules, puisqu'il faut pouvoir traverser la barrière de la membrane. Et puis la levure va rejeter un certain nombre de substances qui vont donner le goût à la bière, de l'alcool éthylique, du gaz carbonique, et aussi produire une certaine quantité de chaleur. D'où la nécessité de contrôler la température, parce que si on ne la contrôle pas, elle va monter de manière exagérée et la levure va s'étouffer elle-même et le brassin sera raté. Et Alexandra, je me permets de vous couper parce qu'on est un peu pressé par le temps. En tout cas, on peut vous retrouver au pavillon 3, il me semble, vous avoir aperçu là-bas. Monsieur, c'est bien ça? Voilà, on a un stand au pavillon 3, voilà, où on présente nos bières. Ouais. Voilà, je dois quand même dire que la Choulette Ambré vient d'avoir une médaille d'or au concours général agricole cette année, et celle-ci a eu la médaille d'argent. Donc ça, c'est quand même intéressant. Félicitations à vous, monsieur. Et bien, écoutez, on passera sûrement sur le stand. Lucas, Pierre, j'espère que vous y passerez aussi, parce que ça a l'air vraiment très très bon. On y passera, surtout si elles sont médaillées. Félicitations aussi. Merci beaucoup, Alexandra Delbo. Merci. La Corse, c'est terminé. Maintenant, on passe à la Normandie, Camille. Direction le nord-ouest pour découvrir la Normandie avec toujours Manon Blangis, évidemment. La Normandie qui regroupe depuis 2014 les deux anciennes régions, donc la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. Et là, il faut bien faire attention puisque le chef-lieu est fixé à Rouen, alors que l'hôtel de région, lui, est fixé à Caen. Et elle compte 5 départements, lesquels ? Non, faut pas poser sur des questions. Non, on fait pas ça, d'accord. Oulala. Je vous prends un peu de cours, d'accord. Bon, alors ce sont le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime. Voilà, comme ça vous saurez maintenant. Ils étaient marqués juste là, j'aurais pu tricher, mais dommage. Et donc oui, il y a forcément des personnalités, évidemment, qui viennent de Normandie. Et oui, à commencer par Guy de Maupassant, journaliste et écrivain originaire de Normandie, et oui, de Tourville-sur-Arc plus précisément. Et il a écrit de grands classiques, évidemment, Bel Ami, Boule de Suif, mais c'est dans L'Homme de Mars qu'il décrit le mieux la Normandie et les falaises d'Étretat. Alors, je cite, « C'est une admirable route entre le ciel et la mer. Mes meilleurs jours sont ceux que j'ai passés, étendus sur une pente d'herbe, en plein soleil, à 100 mètres au-dessus des vagues, à rêver. » C'est beau, c'est tellement beau, c'est tellement poétique. Mais il n'y a pas que des beaux paysages en Normandie, il y a aussi à manger, forcément, et il y a aussi donc, des très bons cuisiniers, Manon. Exactement, et Annette Boutiot, ou plutôt la mère Poulard, était cuisinière au 19e et 20e, enfin 19-20e siècle d'ailleurs, et elle est connue pour son auberge du Mont-Saint-Michel, qui se trouve bien en Normandie. Là, je m'adresse aux Bretons. Et attention. En fait, elle fait la connaissance du fils du boulanger du Mont, Victor Poulard, et c'est ensemble qu'ils vont gérer leur établissement. Et là, Annette a la super idée de servir une omelette pour faire patienter les clients, avant qu'ils mangent leur plat principal. Et en fait, je sais pas si elle doit être heureuse ou en pleurer, mais son omelette devient plus connue que ses plats. Voilà, bon, c'est pas. Mais c'est un mal pour un bien. Ça arrive, voilà. Là, le passage chez la mère Poulard devient du coup obligatoire, un incontournable pour les politiques, les grandes personnalités. Et aussi bien pour son omelette que pour son hospitalité d'ailleurs. Il y a une vraie histoire derrière tout ça, c'est quand même vraiment incroyable. Ça donne envie d'y aller en tout cas. Merci beaucoup Manon Blangis pour cette présentation de la Normandie. Et comme pour la Corse, on commence à évoquer de la nourriture qui vient bien de Normandie. Évidemment, quand on parle de Normandie, on peut aussi parler donc, de nourriture. Vous avez ramené donc des petits gâteaux, il me semble, c'est ça, des sablés. Des sablés, oui. Des sablés d'Annelle. Donc vous êtes avec un producteur, Bastien Cochet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ? Eh oui, je suis avec Jean-François Auter, directeur général des sablés d'Annelle. Donc Annelle, c'est un petit village qui se trouve dans le Calvados. Exactement, c'est un petit village qui se trouve sur les plages du débarquement, collé juste à côté d'Aromanche. D'accord. Vous produisez ces sablés depuis plus de 100 ans, c'est bien ça ? Voilà, c'est une fabrique, on est artisan et c'est une fabrique qui a été créée en 1904. On est les 5e personnes à avoir repris la fabrique, toujours avec les mêmes produits, toujours avec la même recette, toujours dans ce style très artisanal et local. D'accord, donc c'était une entreprise familiale à la base ? C'était une boulangerie au départ, toujours à Nel. Et petit à petit, ce sont différentes familles qui ont repris. Et nous, on a repris il y a 2 ans maintenant, presque, cette petite entreprise pour la faire perdurer. Pourquoi s'être relancé dans cette aventure de racheter une biscuiterie ? Parce que c'est génial. Enfin, retravailler sur des produits locaux comme ça, sur des produits avec des produits locaux de qualité, mettre en avant un savoir-faire local, c'est fantastique. Puis les biscuits, tout le monde aime ça. Donc,
En tout cas, on fait en sorte que tout le monde aime ça. Mais il y a une vraie tradition derrière, c'est ça quand même important. C'est vraiment une tradition sur l'utilisation de matières premières locales. Donc nous, on travaille avec le beurre d'Isigny, de l'AOP, exclusivement. Et on ne prend que ça, que ce soit sur du beurre doux ou du beurre demi-sel. On va travailler avec des producteurs locaux pour les œufs. Par exemple, on casse encore les œufs, nous. Hein. C'est pas, voilà, on les casse encore avec des exploitants locaux qui arrivent toutes les semaines, qui sont livrés frais, qu'on casse, qu'on met en œuvre. La farine est transformée à Caen. Il y a juste le sucre qu'on n'arrive pas à trouver encore en Normandie, pas celui qu'on veut. Mais bientôt bon. peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Dès qu'on pourra, on le fera. Mais effectivement, c'est notre philosophie d'aller chercher les produits locaux, les bons produits locaux. Est-ce que justement, vous pouvez nous présenter ce que vous nous avez amené sur le plateau? Alors vous avez là, je dirais, on va commencer par cette petite boîte. C'est la boîte qui existe depuis 1904. D'accord. 1904. Donc la boîte historique. La boîte historique a été créée, qui était en carton au départ, mais en bois de fer avec la création. Ça se voit un peu sur le décor d'ailleurs. Elle est vraiment très belle. Hein. Sur le type de choses. Donc c'est vraiment ce qui nous reflète, le traditionnel. Elle existe sur différents formats. Et ensuite vous avez ce produit-là qui est un sablé traditionnel. Nous on travaille sans conservateur, sans colorant, sans OGM. Donc en fait ce sont des petites productions qui sont faites au fur et à mesure. On fait à peu près 15 000 sablés par jour. On monte jusqu'à 25 000 l'été. Ah oui. On n'est pas énormément, on est 3 aujourd'hui, on passe à 8-10 l'été. Tout est fait à la main. Donc à l'ancienne. Ça doit être beaucoup de travail quand même. Hein. Oui, ouais. Je confirme. Vous êtes beaucoup à faire ça ou en ce moment on est 3 personnes. 3 personnes pour faire 15 000 sablés. Et 8 à 10 l'été. Voilà. C'est quand même impressionnant. Voilà. Donc tout est fait à la main, tout est à l'ancienne. Et après on décline effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, sur les types de produits. Le traditionnel, au beurre demi-sel. Il n'y a pas que nos amis bretons qui font du demi-sel et du beurre salé. Donc effectivement on en fait au demi-sel. Et un avec de la poudre de cacao, et le petit dernier sur lesquels on n'avait pas assez de produits locaux. Donc on a rajouté du caramel d'Isigny pour faire encore un peu plus riche. Rajouter un peu de beurre et de crème. Très bien. Dernière question peut-être, Bastien? Ouais. Alors donc tout est local, mais pourquoi avoir décidé de diversifier vos produits comme ça? C'est à la base le palais, vous aviez seulement le goût nature. Pourquoi avoir décidé de faire d'autres goûts? Parce que, il y a une demande du marché d'avoir des produits un peu plus différents, un peu plus avec des parfums, avec du chocolat. Ça commence, c'est vraiment, même si on reste dans notre domaine, dans la même fabrication, avec du cacao plein arôme, on va pas faire d'enrobage. Il vient d'où le cacao? Parce que tout est local, le beurre d'Isigny. Alors le cacao, c'est, on va citer, on fait pas de pub, mais c'est du cacao barré qu'on utilise, qu'on travaille, qu'on va transformer, donc du plein arôme. Après, on va utiliser effectivement du caramel d'Isigny parce que c'est juste à côté et que c'est quand même une vraie valeur. C'est l'institution. Une institution à savoir dans notre région. Donc c'est vraiment pour ça. On a la volonté de se développer. Au départ, on faisait aussi du bio. Enfin, nos prédécesseurs faisaient du bio. Peut-être qu'on va se remettre à faire du bio demain sur différents sens. C'est vraiment offrir un vrai savoir-faire et pouvoir aller chercher des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre des sablés, qui a plutôt une réputation de produit ancien, on va dire, et aller chercher plutôt des jeunes avec du caramel et de nouvelles générations. Alors je suis désolé, le temps file, on va devoir arrêter. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le salon? Vous nous prenez au stand 3 de la Normandie, sur le stand du Calvados, je pense que ça se voit un peu. Oui, ça se voit. Où on est présent et on se fera un plaisir de vous accueillir. Entendu, merci beaucoup. Et puis j'espère que voilà, vous pourrez, vous qui regardez ça et qui aimez les gâteaux, en tout cas qui sont faits main du début à la fin, vous pourrez aller donc au stand 3 pour goûter tout ça. Merci beaucoup, Bastien Cochet. Merci à vous. On fait juste une petite pause très rapide. On retrouve dans un instant. Non, pas de pause, pardon. Si. Voilà, on fait signe qu'on fait une pause finalement, désolé. Donc on fait une petite pause juste avant de retrouver Dimitri Hainaut et Alban Gamet de Saint-Germain qui sont en direct du Salon international du machinisme agricole. Et puis Antoine Lhermitte viendra aussi pour nous présenter une boisson de la Normandie aussi. Donc voilà, ça c'est dans quelques instants. On se retrouve tout de suite. Toujours en direct du studio du Siècle Vert au Salon de l'Agriculture dans le pavillon 4. Camille, on rappelle à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent réagir sur nos réseaux sociaux. Toujours, vous pouvez réagir avec le hashtag siècle vert, pardon. Vous pouvez, hashtag siècle vert. Hashtag siècle vert, exactement, sans accent, sans rien du tout. On va lire les tweets en direct sur l'écran qui est affiché ici. Vous pouvez réagir tout au long de l'émission, Lucas. Effectivement, puisque dans quelques instants, Florian Philippot, président et fondateur du parti Les Patriotes, sera avec nous. Donc commencez à lui poser vos questions si vous le souhaitez. On les lira et on les lui posera aussi. Il pourra y répondre. Juste avant ça, on se reconnecte avec Alban Gamet de Saint-Germain et Dimitri Hainaut qui sont en direct du Salon international du machinisme agricole. Alban, rebonjour. Rebonjour Lucas, et oui, on pourrait croire
que nous sommes au Salon international de l'automobile. Eh bien, pas du tout. On est bien au SIMA avec une machine exceptionnelle derrière nous. Vous pouvez voir. Alors, cette machine, c'est une machine donc impressionnante. C'est la CR 10.90. Ah oui, c'est énorme. IntelliSense de la marque New Holland. Voilà, hein, Dimitri qui va vraiment pouvoir vous montrer tout ça. On va descendre justement, vous montrer un peu la bête. Cette bête qui a battu un record du monde. Le record du monde de récolte en un peu moins de 8 heures, pardon, elle a récolté un peu moins de 800 000 tonnes de récolte. Au-delà de ces dimensions exceptionnelles, c'est une machine qui est aussi à la pointe de la technologie. Dimitri, voilà, va vous montrer un peu tout ça. C'est juste impressionnant. Si on peut continuer à avancer, regardez tout. Voilà, c'est avec tout ce système que cette machine récolte. Donc au-delà de ces dimensions exceptionnelles, cette machine analyse en temps réel les récoltes, ce qui permet aujourd'hui aux agriculteurs de pouvoir optimiser la commercialisation de leurs récoltes et aussi d'ajuster parfaitement la fertilisation de leur sol en fonction des produits qui sont exportés, des protéines exportées. Donc voilà, on va... Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment bien compte de ce que c'est. Si, effectivement, ça a l'air gigantesque en fait, vu d'ici, Alban. Ça a l'air vraiment immense déjà. C'est gigantesque, c'est une machine. Alors là, pour vous donner une idée, ce que vous voyez devant nous, ça fait plus je crois, 18 mètres, quelque chose comme ça. 18 mètres. Ah oui. Donc, on vous emmène maintenant. Alors vous voyez, hein, on n'est pas dépaysé, il y a autant de monde ici qu'au Salon de l'Agriculture. Et en même temps, vous pouvez voir, on est dans le hall vraiment des machines technologiques. On voit encore des machines hyper impressionnantes. Ça fait un peu comme les grosses machines américaines, là, vous savez, les énormes 4x4 avec les roues énormes. Hummers. Ouais, les Hummers américains. Gros Hummers, mais vous savez, bien customisés là, avec des petites lumières bleues. C'est exactement ça, Et regardez, alors on va aller de nouveau. Alors, on est toujours sur la marque New Holland et pour un autre tracteur qui est un peu moins impressionnant, mais tout de même. Et surtout, c'est un tracteur en fait qui fonctionne au biométhane. Au biométhane, c'est justement ce gaz naturel que aujourd'hui les agriculteurs veulent utiliser pour tout simplement permettre aux agriculteurs d'être indépendants au niveau de l'énergie. Alors on essaye de se faufiler, hop, et j'ai perdu. Il y a pas mal de monde. Est-ce que on est ici? Oui, voilà, c'est celui-là. Parce qu'il y a tellement de tracteurs. Donc voilà, c'est ce petit tracteur comparé à l'autre moissonneuse batteuse qu'on vous a montré, qui donc fonctionne au biométhane. Et le biométhane, en fait, tout simplement aujourd'hui, les agriculteurs le produisent en fait dans une exploitation agricole. Le méthane est produit, les agriculteurs peuvent le récupérer. Ils peuvent le traiter et en fait tout simplement le réutiliser justement pour ce tracteur. Donc c'est ça en fait, c'est ça tout l'intérêt d'utiliser ce gaz, c'est que l'agriculteur utilise son propre carburant qu'il peut recycle fabriquer. Au final. Voilà, si Dimitri peut vous faire un petit panorama pour vous montrer, il y a énormément de machines, il y a énormément de monde aussi et voilà, donc on va continuer à faire. On est au stand New Holland, donc dans le pavillon, c'est le pavillon 5. Très bien. Merci, merci Alban. l'antenne, Lucas et Camille. Ça marche. Merci Alban. Continuez votre petite escapade donc au Salon international du machinisme agricole. Je rappelle que les images sont réalisées par Dimitri Hainaut. Donc merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain. La première partie de la Traverse-Champs vient de se terminer. On entre donc dans la seconde partie et aujourd'hui donc nous recevons le président et fondateur du parti Les Patriotes, Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors Florian Philippot, avant de commencer à vous poser quelques questions, vous êtes déjà venu l'année dernière, donc la surprise, il n'y a plus vraiment de surprise, mais voilà, on a Camille Garcet qui est là, qui a changé de place pour le coup et qui va faire votre portrait. Donc on va pouvoir lancer la musique et y aller. Je m'en souviens. La musique devrait partir bientôt. La surprise n'est plus, c'est quand même dommage, ça me fait mal au cœur. Du coup, c'est l'acte 2, j'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti, Camille Garcet.
Florian Philippot, je suis content de vous revoir. Déjà passé sous mon micro, je le refais, c'est mon devoir. On se retrouve pour l'acte 2, alors quoi de neuf depuis? Toujours en solitaire au sein de votre parti. Pas beaucoup de changements, mais des révélations. Vous censurez le père Le Pen à cause de fabulations. Il parle de Vichy, cette époque remplie de mal. Pour la peine, vous fermez le site du Front National. Depuis que vous n'êtes plus au sein du parti RN, on sent que vous volez maintenant de vos propres ailes. Une parole libérée, loin de toute cette haine. Vous appeliez récemment à une révolte citoyenne. Seul problème, et il faut dire qu'il est de taille. Pour faire campagne, il ne reste plus de mailles. Pour les européennes, ça risque d'être compliqué. Surtout que c'est l'une des seules élections où vous pouvez gagner. Vous dites 40% des Français sont pour le Frexit. Intéressant, mais regardons de plus près les chiffres. Seulement la moitié des sondés répondent à la question. Vous n'êtes peut-être un peu allé vite en conclusion, je dois le reconnaître. Vous êtes bien calmé, beaucoup moins présent sur BFM TV. À l'approche des élections, je pense qu'on va vous retrouver vite car Benjamin Cauchy vous a remplacé. Tout est triste pour les rebelles. Nanana, en fait, il y a pour le Frexit, il y a des François Asselineau. Franchement, ah non, c'est difficile quand on perd. Mais bravo. Ah, les fiches qui tombaient, c'est pas grave. L'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai rappé debout, ce qui était beaucoup plus facile. Là, malheureusement, je dois rapper assis. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à. Mais je vais emmener cette fiche en souvenir puisqu'elle est tombée. Et du coup, j'allais finir quand même par. Au fait, mon couscous, j'ai toujours pas eu de rendez-vous car pendant un an, j'ai attendu. J'ai attendu votre appel, votre message, mais vous m'avez pas tenu au courant malheureusement. Oui. Vous auriez dû venir hier soir parce qu'on a hier soir, c'est ce qu'on m'a dit. On a pris un bon couscous hier soir. Voilà. Et bah écoutez, la prochaine fois, on va organiser ça. La prochaine fois, j'espère que je serai de la partie. Alors, très bien, merci beaucoup Camille Garcette. Merci. Florian Philippot, donc c'est parti pour poser quelques questions. On est avec Yanis Darras, bonjour. Bonjour Lucas. Alors, un temps évoqué, le site industriel de Ford près de Bordeaux ne trouvera pas de repreneur. La marque américaine vient de refuser une offre de reprise peu viable pour le site, selon ces derniers. L'État planche déjà sur de nouvelles solutions pour préserver les 800 emplois. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Première question, qu'est-ce que peut faire l'État pour sauver le site de Blanquefort? Moi je crois qu'il a une mission, c'est de préserver d'abord l'emploi et un savoir-faire industriel, et donc il doit nationaliser, même temporairement, ce site. Ça a été proposé justement par Bruno Le Maire. Ça a été proposé, mais j'ai entendu ce matin Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui sur une autre radio disait qu'il n'en était pas question. Mais avec ces gens-là, il n'est jamais question d'aller en fait contre la logique du tout libéral. Moi je pense qu'il faut intervenir, l'enjeu est beaucoup trop important. Ford, effectivement, n'a pas tenu sa promesse, mais à part le dire et sans lamenter comme l'a fait Bruno Le Maire, je ne vois pas l'État à la manœuvre. Donc il doit agir, et pour cela, il doit avoir les mains libres de le faire, avoir une véritable politique industrielle. Vous pensez que le gouvernement n'en a pas fait assez pour sauver les 850 emplois de l'usine? Je suis même persuadé, mais vous savez, il y a Ford, il y a en ce moment l'imprimerie Arjowiggins qui se mobilise. C'est une imprimerie stratégique parce que ce sont les cartes grises, c'est du papier sécurisé pour des titres d'identité. Et là aussi, on a un État très absent, et je ne comprends même pas que ce genre d'imprimerie ne soit pas du domaine public, parce que il en va de la sécurité nationale. Nous avons évidemment Ascoval, vous savez, l'aciérie qui finalement ne sera pas reprise. Donc on voit bien qu'il y a une foultitude de problèmes industriels, de problèmes d'emploi dans notre pays, et que nous n'avons pas un État à la manœuvre, nous n'avons pas un État stratège. L'État travaille quand même pour chercher des repreneurs. Je pense notamment à Ford qui est... l'État avait travaillé avec Punch, donc une société qui produit des boîtes de vitesse. Ils avaient proposé un plan et Ford a trouvé que ce n'était pas assez viable. Est-ce que l'État peut en faire plus finalement? Mais vous savez, le problème c'est qu'on a un État qui est complètement en réalité affaibli. Autant il est intrusif dans certains domaines où ça se traduit par la paperasserie inutile, les agriculteurs en savent quelque chose, mais ça ne construit rien en fait. Par contre, il est extrêmement affaibli quand il s'agit d'enjeux stratégiques. Un État qui ne maîtrise pas de politique industrielle, qui n'a même pas le droit d'en faire une parce que c'est interdit par les traités européens. Il y a la politique de la concurrence, il y a la politique des aides d'État. Un État qui n'a même pas la capacité de maîtriser son budget, sa monnaie, qui est un instrument industriel fondamental, ne pourra en réalité rien faire de très concret, de très solide, de très durable. Après, dans le domaine de l'emploi. Ford, c'est un petit peu différent puisque la société se porte plutôt mal en Europe et doit faire des économies. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir aussi à Ford finalement, qui reste une entreprise et qui doit faire des bénéfices pour survivre? On peut en vouloir de quitter le pays. Mais parce on peut en vouloir fortement. De vitesse. Mais bien sûr, mais on peut en vouloir fortement à Ford à partir du moment où elle a fait des promesses, à partir du moment où elle a empoché de l'argent public, des subventions publiques, de l'argent de baisse de cotisations sociales qui lui ont été accordées à coût de millions et de dizaines de millions d'euros concernant ce site. Donc à tout le moins, elle devra rembourser cet argent.
et il faudra exiger qu'elle rembourse cet argent aux contribuables français. Mais moi, je suis absolument persuadé que nous pouvons avoir non pas une politique de gestion de la pénurie industrielle, mais une politique de développement industriel dans des secteurs traditionnels et dans des secteurs d'avenir et d'innovation. J'en suis absolument persuadé. Nous avons tout à fait le savoir-faire, la maîtrise pour le faire, mais nous n'avons pas un État stratège, nous n'avons pas un État qui a les mains libres pour le faire, et nous n'avons surtout pas la souveraineté économique pour pouvoir le faire. Mais alors comment on empêche Ford de quitter le pays, en tout cas de fermer l'usine? Comment on peut l'empêcher? Déjà, on conditionne, quand on met en place un Puisque contrat... depuis 2012, Ford parle de fermer cette usine, depuis 2012. Mais quand on met en place un contrat d'aide ou de soutien public, on conditionne, à tout le moins. Vous voyez, on ne se lance pas dans l'aventure en donnant l'argent. On a vu tellement d'exemples. On se souvient d'ArcelorMittal. C'est Sarkozy qui avait tapé dans les mains du milliardaire Mittal en disant c'est bon, il va reprendre l'aciérie Lorraine. Bon. Et finalement, quelques années plus tard, ils ont pris l'argent, mais ils sont partis. Et ils ont laissé sur le carreau des centaines de personnes. Eh bien écoutez, c'est la même chose là avec Ford. Donc on doit au moins conditionner les contrats. Mais moi je pense que il ne faut pas raisonner au cas par cas en disant cette entreprise-là, on va tout faire pour qu'elle maintienne ses emplois en France. Il faut le faire. Mais il faut aussi avoir une perspective de développement, de croissance industrielle, d'innovation. Et c'est ça que nous avons perdu parce que nous n'avons, encore une fois, nous sommes dans le système de l'Union européenne et dans ce système-là, il n'y a pas de politique industrielle possible. C'était exactement la réflexion justement de Ford qui pensait que le groupe Punch n'était pas capable de maintenir les emplois, les 450 emplois qu'il pensait reprendre sur le site industriel. En quelques mots, s'il vous plaît. Oui, bah, je pense que Ford donnera toujours des arguments, mais ils seront fallacieux. En réalité, Ford fait là un licenciement boursier, comme d'habitude, et n'a pas de perspective industrielle et surtout n'a pas face à lui un État qui incarne l'intérêt général. Merci Florian Philippot. Alors lors de sa visite au Salon de l'Agriculture, Édouard Philippe, le Premier ministre, a mis l'accent sur l'innovation et le manque de main d'œuvre dans le secteur. On voit ça avec vous, Yanis Darras. On le sait, le métier d'agriculteur, c'est quand même un métier très difficile. Comment on peut attirer des jeunes dans ce métier alors que justement beaucoup d'agriculteurs n'arrivent pas à en vivre aujourd'hui? Comment voulez-vous attirer des jeunes dans un métier qui propose des rémunérations tout à fait dérisoires, tout à fait indignes, où vous avez un taux de suicide qui est très important et même en augmentation ces dernières années, où vous n'avez pas de perspective véritablement en tout cas dans beaucoup de domaines, de vivre de votre travail. C'est ce que demandent en premier les paysans français, les agriculteurs, ils demandent de vivre de leur travail. Et évidemment, ça n'est pas attractif dans ces conditions. Donc moi, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. Ils prennent le problème à l'envers, il faut le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire à l'endroit. C'est-à-dire qu'il faut régler le problème de la crise agricole. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui est une immense puissance agricole, qui est une puissance agricole très ancienne, qui a des ressources, qui a de l'innovation, qui a des paysans qui aiment leurs bêtes, qui aiment ce qu'ils font. Mais nous plaçons ce trésor français en concurrence absolument déloyale avec le monde entier. Nous l'affaiblissons. C'est la loi du marché, malheureusement. C'est la loi du marché à travers le monde. Nous sommes en face de la Russie, nous sommes en face des États-Unis. Oui, mais moi je pense que la loi du marché doit justement pas conquérir le monde entier. Je pense que l'alimentation, c'est beaucoup trop important pour être laissé à la seule loi du marché. Et on doit mettre en place des protections, une politique de bien-être. Et c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on fait. Je vous donne un exemple. Quand l'Europe signe des traités de libre-échange avec le monde entier, avec le Canada, c'est le CETA, avec les pays d'Amérique du Sud, Mercosur, tout récemment avec le Japon. En réalité, elle met nos paysans en concurrence absolument déloyale. Vous savez que pour un bœuf canadien... C'est pas aussi une chance pour nos agriculteurs de pouvoir s'exporter à l'étranger? Mais ils n'exportent pas, on reçoit un bœuf canadien. Un bœuf canadien, ça coûte 2 fois moins cher qu'un bœuf français. Mais c'est pas la même qualité, justement. Nous, on peut miser sur cette qualité. Le problème, c'est que ce qui va arriver, c'est de la viande beaucoup moins chère. Un bœuf argentin, c'est 4 fois moins cher. Donc dans ces conditions, les éleveurs français ne peuvent pas tenir. C'est de la viande qui est de moins bonne qualité, parce que vous connaissez tous les problèmes liés au bœuf aux hormones canadien, vous le connaissez ce qui s'est passé au Brésil, c'est-à-dire l'histoire de cette viande avariée qu'on a piquée pour que ça ne se voit pas trop, et on l'a piquée avec une substance cancérigène. Et ensuite, ça s'est retrouvé dans les cargaisons d'importation et d'exportation vers l'Europe et vers la France. Donc moi, je ne veux pas de ça. Moi, je pense que nous devons être un pays qui doit d'abord nourrir sa propre population par de la production de qualité, mais par la justement, production le problème, locale c'est qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre également. Il y a quand même 10 000 emplois qualifiés et peu qualifiés qui ne trouvent pas preneur chaque année. Mais c'est là où je vous disais qu'il faut prendre le problème à l'endroit et non pas à l'envers comme ils le font. Parce que à partir du moment où vous restaurez la filière agricole, vous lui redonnerez une attractivité. Et vous aurez des jeunes qui naturellement voudront y aller parce que ça paiera de manière décente, parce qu'il y aura une perspective d'emploi, une perspective de développement, une perspective de carrière. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et après, il y a déjà des perspectives d'emploi, je pense notamment en termes d'innovation, puisque l'agriculture se modernise à son tour. Il y en a quelques-unes. Mais globalement, il y a une crise profonde. Il y a des crises qui s'additionnent et qui s'accumulent. Et à chaque fois, on aggrave la crise au lieu de la résoudre. Et on l'aggrave fondamentalement parce qu'on appartient à
ce système de l'Union européenne. Vous savez, les traités dont je vous ai parlé là, à l'instant, les traités de libre-échange, je suis certain que sur ce fauteuil, vous avez eu d'autres responsables politiques qui vous en ont parlé, qui les ont dénoncés, j'en suis certain. Mais en même temps, ils ont ajouté qu'ils étaient favorables à ce qu'on reste dans l'Union européenne. Et donc, ils se rendent eux-mêmes impuissants et incohérents. Parce que ce système-là est lié à notre appartenance à l'Union européenne. La France ne peut pas appliquer une politique agricole qui puisse favoriser ses propres agriculteurs malgré l'Union européenne. Mais elle doit le faire de manière souveraine. La France doit pouvoir le faire pour elle-même et non pas dépendre d'une Union européenne soumise au lobby chimiques, soumise au lobby des pesticides, soumise au lobby de la finance, qui de toute façon imposera toujours l'ouverture générale des frontières et des marchés au bénéfice de quelques très grosses exploitations et imposera également une agriculture chimique dont je ne veux pas. Vous savez que les Patriotes, nous proposons une agriculture française sans aucun pesticide, pas que le glyphosate, sans aucun pesticide en 5 ans. Et c'est tout à fait possible sans baisser les rendements parce qu'aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle l'agroécologie, vous avez l'agroforesterie, on le connaît bien ce domaine puisque nous avons chez nous une eurodéputée, Mireille Dornano, qui est coordinatrice de la commission pesticides au Parlement européen, qui a organisé des colloques sur le sujet, qui a fait parler des spécialistes. Il y a des solutions pour s'en sortir, mais ça n'est pas l'Union européenne qui le fera parce que l'Union européenne est soumise au lobby. Édouard Philippe parle également d'innovation, je vous en parlais il y a quelques instants, comme un des principaux chevals de bataille pour notre agriculture. Bon, est-ce que vous ne craignez pas aussi que cette innovation, ça puisse creuser un trop grand écart entre les petites fermes et justement les trop grosses exploitations? L'innovation, il faut toujours l'accompagner et la généraliser. C'est un processus qui a plusieurs siècles. Vous savez, moi vous parliez tout à l'heure dans le reportage du salon du machinisme agricole. J'y étais moi dimanche avec un maire patriote qui est lui-même agriculteur. Donc j'ai arpenté les allées avec lui. Et je suis tombé à l'entrée du salon sur un jeune producteur français d'une machine fabriquée en Champagne-Ardenne qui permet justement d'éviter, donc il fabrique en France cette machine qui permet d'éviter le glyphosate. Bon, ce jeune-là, il doit être aidé. Cette PME française-là, d'innovation, elle doit être aidée. Et ça n'est pas hors de prix, hors de portée, même pour des petites exploitations ou des moyennes exploitations, à condition qu'il y ait une volonté nationale d'accompagner ça. Et justement, c'est pas du tout ce qui existe aujourd'hui. parle justement d'en faire un de ses principaux chevaux de bataille quand même, c'est important. Vous savez, déjà dans les années 90, on disait, en fait, on va sauver l'industrie française face à la Chine et à des concurrents qui émergeaient à l'époque, parce que nous, on fera de l'innovation. Alors bien sûr qu'il faut faire de l'innovation. Tout le monde dit qu'il faut toujours faire de l'innovation. On en fait sans cesse d'ailleurs. Mais en réalité, ça n'est pas suffisant. Ça veut dire quoi? Nos agriculteurs, ils sont condamnés? Il faut être capable aussi de se protéger. Il faut être capable de payer le juste prix. Il faut être capable de remettre de la régulation. Il faut être capable de faire le véritable bras de fer avec les grandes surfaces, qui n'est pas fait. Il faut être capable, au lieu de signer des traités d'ouverture des marchés agricoles avec le monde entier, il faut être capable de faire du patriotisme alimentaire et du patriotisme agricole en France. La politique appliquée aujourd'hui, elle condamne nos agriculteurs? Bien sûr. De toute façon, on le voit, puisque le nombre d'exploitations ne cesse de baisser. La France était deuxième exportateur mondial jusqu'en 1995 dans le domaine agricole. Aujourd'hui, elle est dépassée par les Pays-Bas, par le Brésil, par l'Allemagne. Enfin, on ne cesse de reculer. Donc c'est la preuve grandeur nature, malheureusement, que ça ne fonctionne pas. Merci Florian Philippot. Merci. La date butoir est dans un an. Aucun accord sur le Brexit n'a été trouvé. Theresa May a décidé de reporter le vote du Parlement sur l'accord et Bruxelles pourrait laisser un délai supplémentaire aux Britanniques, Yanis. Oui, et est-ce qu'on doit l'accorder justement ce délai supplémentaire aux Britanniques? Mais s'il s'agit d'organiser les choses au mieux, moi qu'il y ait quelques mois d'écart, ça ne me pose pas de problème. On leur a quand même promis de sortir le 29 mars 2019. Oui, mais ça, je veux dire, c'est aux Britanniques de le dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un vote par référendum, qu'au Royaume-Uni, ce vote n'est pas remis en cause. Contrairement à ce qui a été fait en France quand on a voté la dernière fois qu'on a fait un référendum sur la Constitution européenne, ça a été remis en cause. Ils ont fait passer le traité de Lisbonne. Et que le Royaume-Uni, aujourd'hui, est en train d'organiser les choses. Mais vous savez que ce soit un soft Brexit ou un hard Brexit, comme on dit, de toute façon, ça se fera. Et de toute façon, ce ne sera pas l'apocalypse du tout. Moi, j'étais à Londres il y a quelques jours. Je peux vous dire, je ne suis pas tombé sur une ville où les gens se traînent par terre, font des provisions Pourtant, les Anglais chez sont eux. nombreux Tout ça, à c'est dire du qu'ils ne bidon. peuvent pas se projeter dans l'avenir. En effet, après le 29 mars, personne ne sait qu'est-ce qu'il peut se passer. Mais il se passera, la vie continuera, vous verrez. Le Royaume-Uni continuera d'être une île tout à fait à côté de chez nous, sans problème. Ils ne vont pas dériver vers le Groenland. Et la vie va continuer. On nous avait dit, il n'y aura pas, on nous avait dit, il y aura pas de visa, les gens ne pourront plus circuler. Ça a été réglé il y a quelques jours. On nous a dit, les étudiants devront partir. Ça a été réglé il y a quelques jours. Tout ça est réglé. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez qu'il y a une peur de cet inconnu chez les Anglais? Non, il y a une volonté de la part d'une caste en France
de ne pas accepter le résultat sorti des urnes. Depuis le début, de toute façon. Si vous écoutez les commentaires médiatiques, depuis le début, il ne fallait pas de référendum, puis ensuite, il fallait qu'ils votent pour rester dans l'Union européenne, puis ensuite, il fallait qu'ils regrettent leur choix. Ils n'ont jamais regretté leur choix majoritairement dans les sondages. Là le vote, le vote est respecté avec ce référendum. Et le gouvernement essaye de mettre... Certains essaient de faire peur, essaient de punir les Britanniques. Madame Pécresse l'a dit. Madame Pécresse a dit il faut que ce soit douloureux pour le peuple britannique pour qu'il n'y ait pas de volonté d'autres peuples d'en sortir. Eh bien, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, les Britanniques, ils ont 4% de chômage, un taux historiquement bas. Ils ont plus de croissance que la France, ils ont une immigration qui est en train de baisser et ils ont des salaires qui ont augmenté de 3% l'an dernier. Et ben moi je veux bien la même apocalypse en France. Je veux bien la même apocalypse en France. Il n'y a pas d'apocalypse en réalité. On essaie de faire peur au peuple pour qu'ils restent dans la prison. Moi je veux les sortir de la prison et je leur propose un chemin de liberté et d'indépendance. Vous trouvez ça juste qu'on leur laisse aussi un délai supplémentaire par rapport à nous, Européens, qui restons dans l'Union Européenne? Bon, alors nous on est trop bêtes pour y rester, c'est tout. On n'a qu'à faire comme eux. Voilà, c'est tout. Moi je ne vais pas raisonner en fonction de la bêtise de nos dirigeants qui refusent. Vous avez vu que Emmanuel Macron a dit récemment, c'était d'ailleurs dans les couloirs du Salon de l'Agriculture, il a été interviewé par un journaliste, est-ce que vous ferez un référendum sur le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne? Il a dit non. Il a dit non parce qu'il craint la victoire du Frexit en réalité. Il l'avait dit à la BBC l'an dernier, il avait dit si on faisait le même référendum que vous, Britanniques, on aurait le même résultat. Je pense qu'il faut sortir de la prison. On l'a vu sur la question écologique et la question agricole, mais on le voit aussi sur la question industrielle, on le voit sur la question de l'immigration, on le voit sur la question démocratique, sur la question du pouvoir d'achat. On doit sortir de la prison, sinon nous n'aurons jamais les protections et le bien-être suffisants pour ramener la prospérité dans notre pays. Alors vous nous parlez justement de Brexit, voilà, mais beaucoup d'Anglais, enfin en tout cas 54% d'entre eux, selon des derniers sondages, souhaiteraient peut-être ne plus sortir du Brexit, enfin de l'Union européenne. Comment on peut l'expliquer en fait ce résultat? Il y a eu un vote. Parce que le vote justement a été favorable au Brexit et aujourd'hui certains Anglais changent d'avis. Les sondages avant le vote disaient que le Brexit allait perdre et puis ils ont voté et le Brexit a gagné. Bon. Donc moi les sondages comme ça sortis d'on ne sait où sur un échantillon de 1000 personnes, pour moi ça a beaucoup moins de valeur qu'un référendum où il y a des dizaines de millions de personnes qui ont voté. Oui, mais la question c'est est-ce que s'il y avait un autre référendum, est-ce que cette fois-ci les Anglais choisiraient la sortie du Royaume-Uni? Pourquoi y aurait-il un deuxième référendum? Quand les gens votent pour l'Union européenne, on n'a jamais l'idée de les faire revoter. Quand les Français ont dit oui à Maastricht, malheureusement, par le référendum en 92, on n'a pas dit il faut revoter. Bon, donc il n'y a pas de raison de faire un nouveau référendum. Mais le Brexit, c'est quand même un saut dans l'inconnu. Ben non, mais vous savez, la plupart des pays dans le monde ne sont pas dans l'Union européenne. Ils s'en oui, sortent très bien. Aucun pays n'était jamais sorti de l'Union européenne. Mais le Royaume-Uni a une histoire millénaire comme la nôtre. On est parfaitement capable de vivre en dehors de l'Union européenne. Il n'y a aucun problème. Le Royaume-Uni en ce moment est en train de réouvrir des ambassades et des consulats dans le monde entier. Est en train de passer des accords commerciaux avec. Ils l'ont fait tout récemment avec la Suisse, ce qui prouve qu'on peut passer des accords commerciaux sans être l'Union européenne. On peut le faire entre pays souverains. Ils vont bien s'en sortir, vous inquiétez pas pour eux. Il y aura quelques soubresauts politiques, ça c'est normal, ça s'appelle la démocratie. Mais fondamentalement, ils vont retrouver ce qu'on a perdu, la liberté et la démocratie. Mais est-ce qu'ils peuvent se mettre tous d'accord, puisque un accord a déjà été présenté en janvier dernier et il a été majoritairement rejeté? Et tant mieux, parce que c'était un accord qui allait contre le Brexit. C'était un accord qui en fait dévoyait le Brexit et donc les parlementaires britanniques en bons démocrates ont dit on ne l'accepte pas parce que ce n'est pas ce qu'a voté le peuple britannique souverain. Justement, on leur a promis aux Anglais un hard Brexit. Et pour l'instant, la seule chose qu'on leur a présentée, c'est un soft Brexit. Vous n'avez pas l'impression qu'on leur ment encore? Moody's a fait une enquête, une étude approfondie. Moody's n'est pas connu pour être favorable particulièrement au Brexit. Et Moody's a dit que ce soit un soft ou un hard Brexit, je vous invite à lire cette enquête, de toute façon les banques et la finance britannique sont prêtes. Il n'y aura pas de souci. Donc à partir du moment où le système financier et bancaire tient, de toute façon l'économie tiendra. Alors la Banque d'Angleterre demain des sources de croissance. La Banque d'Angleterre, elle parle peut-être à plus ou moins moyen terme et long terme de 5 points en moins dans le PIB de l'Angleterre. Mais la Banque d'Angleterre s'est déconsidérée depuis longtemps puisque je vous rappelle qu'en 2016, elle avait annoncé qu'en cas de vote par référendum le 23 juin 2016 pour le Brexit, le Royaume-Uni entrerait en récession dès 2016. C'est pas du tout ce qui s'est produit, ils n'étaient pas du tout en récession en 2016 et donc la Banque d'Angleterre avait dû piteusement présenter. Donc c'est quoi? C'est des scénarios catastrophes encore? C'est la volonté de faire peur aux gens. Oui. C'est-à-dire que les gens, ils sont tranquillement dans la prison européenne, on veut surtout pas qu'ils en sortent. À la limite, on veut bien qu'ils choisissent la couleur du papier peint à l'intérieur de la cellule, mais surtout pas qu'ils en sortent. Donc on essaie de faire peur aux gens. Bah écoutez, soyez plus grands et plus habiles que ça. N'ayez pas peur, vous verrez, la liberté, c'est bien préférable à la situation d'incarcération que représente l'Union européenne. Merci Florian Philippot. Est-ce que vous allez faire un petit tour, j'imagine, au salon aujourd'hui? Là, j'y vais avec quelques élus de ma région Grand Est où je suis élu. Je reviens demain pour faire une visite plus approfondie, plus en longueur. Très bien, je rappelle que vous êtes président et fondateur du parti Les Patriotes. Merci Florian Philippot d'avoir accepté notre invitation et merci Yanis Darras.
Dans quelques instants, on se retrouvera pour un focus cette fois-ci non pas sur une région, mais bien sur un pays. C'est la Suisse que la rédaction de Fréquence ESJ a choisi. C'est dans quelques instants. On fait une petite pause et on revient tout de suite. Toujours en direct du studio du Siècle Vert au Salon de l'Agriculture. On est au pavillon 4, Camille, et vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux au hashtag. Évidemment, avec le hashtag Siècle Vert sans accent. On lit tous vos tweets en direct sur Twitter. Et donc on passe, comme je vous le disais tout à l'heure, au zoom sur un pays cette fois-ci, Camille, et non pas une région. Et oui, non pas une région, un pays. Alors ils sont connus peut-être pour les chocolats, vous allez peut-être deviner, Lucas. Le yodel, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça me dit quelque chose. C'est un espèce de chant qui se transmet de la tête à la poitrine. Oui. Un chant très particulier qui vient donc d'un seul pays, la Suisse. Et donc Manon Blangis est là pour nous présenter le pays comme d'habitude. Manon Blangis, on vous écoute. La Suisse qui compte 7 grandes régions. Parmi elles, la région lémanique où on parle majoritairement français. Manon, je vous coupe juste 2 minutes pour dire que Franck Riester, ministre de la Culture, est juste devant notre stand. Il passe devant notre stand. Donc voilà, vous pouvez continuer, Manon Blangis. Désolé de cette interruption. Pas de souci. Nous parlions donc de la Suisse, Manon. Exactement, et des régions. Et donc on a aussi la Suisse du Nord-Ouest où on parle allemand, ou encore la région Tessin où on parle italien. Mais en Suisse on parle aussi le romanche, essentiellement dans le canton des Grisons. Eh bien, écoutez, quelles sont les personnalités dont vous allez nous parler, Manon? Parce que c'est vraiment une question que je me pose actuellement. Très bien, comme ça vous allez apprendre des choses. Et bien, on va commencer par Roger Federer, joueur professionnel de tennis évidemment depuis 1998. Je ne vais peut-être pas faire tout le palmarès de Roger Federer, ce sera un peu long, parce qu'il a quand même gagné 99 titres. Voilà. Et avec 11 finales à Wimbledon, il détient avec son adversaire de longue date, Rafael Nadal, le record du nombre de finales dans un même tournoi du Grand Chelem. Et donc dans le monde de l'art, il me semble aussi, parce que j'ai une culture incroyable, vous le savez, que Paul Klee est suisse également. Qui est Paul Klee, Camille? Écoutez, je pense que vous allez me donner la réponse. Ouais, c'est très bien joué. En effet, le peintre Paul Klee est né en Suisse. Je ne peux pas vous dire la ville. Bon, c'est un peu compliqué en fait à prononcer pour moi, voilà. Mais je vais être plus précise. Klee est d'origine allemande en fait, et il est d'identité culturelle suisse. En fait, il est exilé en Suisse en 1934 et demande sa naturalisation, mais il ne l'obtient que quelques jours après sa mort. Voilà, donc c'est pas très utile. Mais bon. Et en tout cas, il fait partie d'un des grands peintres de l'expressionnisme, du surréalisme et du Bauhaus. Et donc la Suisse a aussi son Patrick national. Alors, est-ce que c'est le même genre de Patrick qu'on a nous? Alors, je saurais pas dire, je sais pas. C'est Patrick Juvet, voilà. Ah ok, eh bien non, voilà. je suis déçu alors. Pas la même chose, bon. En tout cas, Patrick Juvet, chanteur-compositeur suisse, il était même mannequin au début de sa carrière, mais il a surtout chanté, évidemment, Où sont les femmes? Un grand moment de variété quand même dans la chanson francophone. Où sont les femmes? Oui, voilà. On s'en rappelle, on s'en rappelle. Merci beaucoup, Manon Blangis. Et maintenant, après le zoom donc sur la Suisse, passons à un zoom sur la gastronomie suisse avec du fromage. Ouais, on voit plein de petits drapeaux suisses plantés sur le fromage. Jérémy Richalet, vous êtes là un peu pour nous présenter ces produits. Exactement Camille, alors je vous ai entendu parler du chocolat suisse qui est très fameux, mais le fromage il est tout autant. D'ailleurs on est avec Isabelle Rabout du groupe Vacherin Fribourgeois AOP et Gruyère AOP. Vous nous en avez ramené des tonnes Isabelle. Racontez-nous qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors là je vous ai amené 2 fromages d'alpage, du Vacherin Fribourgeois AOP fabriqué les mois d'été à la montagne, donc c'est quelque chose de fabuleux. Et la même chose pour le Gruyère AOP, aussi fabrication des mois d'été à la montagne. Donc c'est uniquement l'été qu'on peut... C'est uniquement l'été. J'ai préféré vous amener cela parce que c'est plus floral, c'est plus goûteux et c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu moins sur les marchés en France. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces 2 fromages? Alors, c'est la particularité d'un seul lait, ça veut dire le lait d'un seul troupeau. Et c'est en général fabriqué par le propriétaire du troupeau. Donc c'est dans des cuves en cuivre. Les vaches, elles ont vraiment brouté de la petite herbe très fraîche et très fleurie. Donc c'est très floral comme fromage. Et avec quoi on peut manger ça généralement? Avec quoi vous mangez ça vous? Alors on le mange comme ça pour un apéritif. On peut le cuisiner, ça se cuisine très très bien. On peut le servir aussi sur un plateau de fromage. C'est magnifique. Messieurs, je vous vois saliver. Oui, bah oui. Parce que surtout, là, je vois quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est la tête de moine. Ça, c'est
Alors, je vous ai aussi amené, parce qu'on est là sur le salon, on a 4 AOP suisses. Ça veut dire le Vacherin fribourgeois AOP, le Gruyère AOP. Et je vous ai amené aussi la tête de moine, parce qu'ils sont aussi avec nous sur le stand, qui sont aussi une AOP, et du Sprinz. Et le Sprinz, c'est celui qui ressemble à un fromage italien qui est très connu. C'est très goûteux aussi, et c'est très sec, très fruité. Alors, allez-y Camille. Je veux goûter. Allez-y. Voilà, simplement. Je vous conseille vraiment de goûter la tête de moine. Tête de moine, allez-y. Alors, Oui, si, voilà, dans le tête de moine et celui-là, puis après les autres sont plus goûteux. Donc c'est comme ça qu'on devrait faire la dégustation. Alors Camille, verdict? C'est meilleur que tout à l'heure, sans vouloir juger. C'est moins fort peut-être. Écoutez, ouais, c'était beaucoup plus doux. Alors moi je vous propose de goûter ça, parce que ça c'est aussi fabuleux. Ça c'est le Vacherin fribourgeois. Merci. Moi je vais goûter aussi du coup. Merci beaucoup. C'est très crémeux. Et c'est avec ces 2 fromages qu'on fait cette fameuse fondue moitié-moitié. Ah oui, d'accord. Là, on met la moitié du Gruyère AOP plus la moitié du Vacherin fribourgeois AOP. Et on a aussi une fameuse fondue qui est uniquement Vacherin fribourgeois AOP. Ça, c'est uniquement fait avec de l'eau. On peut la fondre avec de l'eau. C'est un fromage qui est très pâte molle, pâte mi-dure, pâte molle, pâte mi-dure. En tout cas, ce qui est agréable, c'est que le fromage est très très doux en bouche. Mais on a quand même vraiment beaucoup de goût en fait. En fin de bouche, on a justement tout ce côté floral qui ressort, c'est magique. Et est-ce qu'on a des fromages d'été et d'hiver? Bien sûr, ça je vous ai emmené 2 fromages d'été. D'accord. Lesquels? Ça veut dire qu'ils sont fabriqués uniquement les mois d'été à la montagne. Ces 2-là. Hein. Et les autres sont fabriqués à... Alors, bien sûr, le Gruyère est toujours au lait cru. Tandis que le Vacherin fribourgeois, celui qui est d'été, il est au lait cru, et celui qu'on fabrique en plaine, avec plusieurs laits différents, il va être thermisé. Messieurs, si je peux me permettre, vous nous avez généreusement invités hier à goûter votre fondue, elle était excellente. Donc je vous le conseille, rappelez-nous où vous êtes, ici au Salon de l'Agriculture, à quel stand? Nous sommes là à la 5-2. Et vous verrez le stand suisse de loin parce qu'on est sur un 2e étage pour le restaurant. Voilà, je vous conseille, messieurs, d'aller goûter cette fondue. Ah oui, je conseille. C'est ce qu'on fait actuellement, ne vous inquiétez pas. Alors, on vous accueillera avec plaisir. Et je conseille vraiment à tous ceux qui aiment le bon fromage d'aller en acheter parce que vraiment, il est très très bon. Merci beaucoup, Jérémy Richalet. Merci, madame. Je vous en prie, bonne journée. Et on se reconnecte de nouveau avec Alban Gamay de Saint-Germain et Dimitri Hainaut qui sont en direct du Salon international du machinisme agricole. Messieurs, est-ce que oui, on est avec vous, c'est bon. Alors en revanche, on ne vous entend pas. Alors, petit problème technique pour l'instant, on ne vous entend pas. Donc voilà, je rappelle Alban Gamay de Saint-Germain et Dimitri Hainaut qui sont en direct du salon international du machinisme agricole. C'est un salon qui a lieu donc à Villepinte, pas très loin, enfin c'est assez loin d'ici quand même, c'est pas tout proche Villepinte, mais ça a lieu exactement en même temps, hein, ce salon. Alban qui nous entend peut-être pas malheureusement. Alors si, lui nous entend, mais nous ne l'entendons pas, je crois. Il faut brancher l'écouteur dans le téléphone. Alban. Bon, en tout cas, sachez que dans quelques instants, on parlera toujours de ce pays, la Suisse, puisque là, on vient de goûter du fromage, du très bon fromage suisse. Vraiment, la tête de moine, c'est excellent. C'était excellent, franchement. C'est un petit goût entre le sucré salé. Le fromage, c'est vraiment quelque chose de particulier, surtout le fromage suisse. Et la fondue, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Et puis surtout, ce qu'on expliquait, c'est que c'est un fromage qui est très doux. Mais qui effectivement laisse une explosion en bouche de goût, parce qu'en fait effectivement comme on le disait, voilà, c'est des fromages d'été, et le fromage d'été en fait c'est l'herbe que broutent les vaches, est très fleuri, ce qui donne ce côté justement fleuri en bouche tout simplement. Écoutez, c'est vraiment très particulier. Je me rappelle l'année dernière, on a un peu sillonné les couloirs du salon et on est tombé sur plein de fondus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Lucas, mais on avait goûté énormément de fondus et c'est vraiment chaque goût est vraiment très spécifique. Effectivement, bon, on va marquer juste un petit temps de pause, le temps de retrouver Alban Gamay de Saint-Germain et Dimitri Hainaut qui sont en direct du Salon international du machinisme agricole. On revient dans quelques instants. Toujours en direct du studio du Siècle Vert au Salon de l'Agriculture, pavillon 4. Et vous pouvez toujours réagir sur nos réseaux sociaux, #Siècle Vert. Camille, juste avant de retrouver Alexandra Delbo pour parler un peu de vin blanc, on retrouve Dimitri Hainaut et Alban Gamay de Saint-Germain en direct du Salon international du machinisme agricole. Rebonjour messieurs. Et oui, toujours en direct du CIMA, Lucas. Je suis actuellement avec Julien qui s'occupe de la partie commerciale chez Réforme pour l'Est de la France. Alors Julien, on a une machine derrière nous, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, tout à fait. Donc la machine qui est présentée aujourd'hui, donc c'est un robot téléguidé avec le concept de chez Réforme, c'est-à-dire qu'on est équipé de pneumatiques pour limiter le marquage au sol. Ça, c'est un point très important pour nous. Réforme est issue de l'agriculture de montagne. Donc pour nous, ce qui est important, c'est la préservation des sols. Donc on est équipé de roues pour la préservation du sol et ensuite on est équipé d'un concept hybride. Alors hybride dans le sens où on va avoir un moteur essence, une génératrice électrique. Et après, l'objectif est zéro pollution, c'est-à-dire qu'on a les moteurs dans les roues, on a les vérins de relevage, ils sont 100% électriques. Et alors cette machine, elle sert à quoi? Alors on est en train de développer tout ça, donc on a différentes applications. À l'heure actuelle, on va pouvoir monter par exemple un broyeur à l'avant, on va pouvoir monter une fraise à neige, on peut monter éventuellement un plateau de tonte ou encore un balai. Les évolutions vont aller dans le temps, mais c'est vraiment un outil polyvalent dans ce domaine-là. D'accord, et ça c'est autonome, c'est ça, on voit si Dimitri peut montrer, c'est à l'aide donc de cette machine qu'on contrôle ce véhicule. Tout à fait. Alors à l'heure actuelle, on est sur un ensemble radio-guidé, donc on a une portée environ de 300 mètres, donc l'utilisateur peut le commander avec cet outil-là. On a aussi sur l'écran donc afficheur toutes les informations sur le véhicule et le retour caméra pour voir l'outil devant en frontal. Après, il y a des projets qui sont en cours pour une conduite autonome avec des systèmes de scanner, etc. pour pouvoir se diriger par exemple dans les rangs de vignes ou dans des terrains arboricoles automatiquement. D'accord, donc on est là actuellement sur une petite utilisation, sur des petites superficies plutôt? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui est ciblé, c'est vraiment les endroits difficiles d'accès, les endroits un peu précis. C'est vers ça qu'on veut aller dans ce domaine. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver aujourd'hui dans la plus grande agriculture, on va dire, avec des plus grosses machines, des plus grosses superficies? Alors oui, il existe d'autres systèmes. Nous, on n'est pas à l'abri de les faire évoluer. Après, on restera quand même dans notre domaine d'activité qui est la pente et le matériel compact et maniable. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Julien. On vous souhaite une bonne fin de salon. Et nous, on va conclure ce rendez-vous avec en fait des derniers chiffres sur le salon donc international du machinisme agricole, pour vous rappeler et vous dire, si vous ne le savez pas, qu'aujourd'hui c'est 1800 entreprises de 42 pays qui se réunissent à ce salon durant ces 4 jours, qu'il y a 15 secteurs d'exposition qui sont présents et que donc on a 232 000 entrées pour 135 pays. Alors le CIMA aussi, c'est une offre complète pour répondre à 3 choses: aux grandes cultures, aux cultures spécialisées et aussi à l'élevage. Mais c'est aussi un salon qui sert à répondre à toute la partie, on va dire, technique, les accessoires, des machines, l'électronique embarquée ou encore le développement durable, bien entendu, qui est très présent dans toutes ces attentes et toutes ces questions. Et le CIMA, c'est aussi un autre salon en parallèle, le CIMAGENA, qui est dédié aux bovins avec donc des shows pour présenter les différentes races et également pour parler des questions de génétique bovine. C'est noté, merci beaucoup Alban Gamay de Saint-Germain et Dimitri Hainaut donc, qui était au Salon international du machinisme agricole. Camille Garcette, on est donc maintenant en présence d'Alexandra Delbo de nouveau pour parler un peu de vin blanc. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de nourriture depuis le début de l'émission. On a rien pour se désaltérer, donc là je pense que c'est un peu le moment, Alexandra. Exactement, donc on retrouve Pierre-Yves Kursner. Donc, bonjour. Vous êtes producteur de vin, vous nous avez ramené 2 vins différents, est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors oui, bonjour. Je vais vous présenter le vin blanc qui est un chasselas, donc qui est connu chez vous au raisin de bouche, le raisin de chasselas de Moissac. La particularité en Suisse, on le vinifie. Ça nous donne des vins sur le fruit avec beaucoup de minéralité. On vinifie aussi parcellaire, donc on ressort le meilleur du sol par rapport à la cuvée qu'on veut faire. Sur le vin rouge, c'est un gamay qu'on fait aussi volontiers, où on sera plutôt sur des structures, du croquant et d'une belle longueur en bouche. D'accord, donc vous avez un procédé un petit peu différent de vinification pour le premier, c'est ça? Tout à fait. Là, le rouge, évidemment, on fait des cuvages pour extraire la couleur, les tanins. Les blancs, on les presse une fois que le raisin est cueilli, nous les pressons, nous les clarifions. Et ensuite, on les élève avec des levures qui sont sélectionnées pour faire démarrer la fermentation. D'accord. Et avec lesquels, ces vins, qu'est-ce qui accompagne bien ces vins en nourriture? Alors, en particularité, sur le chasselas, on l'aime beaucoup en apéritif chez nous. Il va très très bien avec les poissons. Ça va aussi avec les fruits de mer.
On a un petit côté pétillant, un petit peu les bulles. Ça devient, avec la deuxième fermentation, les acidités se transforment et le carbonique naturel qui vient. On voit que vous avez un limonadier. Je voulais juste remarquer que vous avez un limonadier à votre nom. Vous avez vraiment une société, quelque chose qui marche comme ça autour du vin ou comment ça se passe? Alors, pour ma part, dans ma région, je crois qu'on est un petit peu connu. Ah oui. Voilà. Mais après, c'est le côté fun du marketing. Kersner, c'est peut-être connu en Suisse. C'est vrai qu'en France, on connaît peut-être pas forcément tous ces vins blancs. C'est sûr. Ça donne envie en tout cas. Il faut savoir que c'est pas 1% d'exportation de vin suisse. Hein. Sur 15 000 hectares, c'est 1%. D'exportation, donc c'est sûr que c'est peu connu. C'est vrai que c'est pas, ça fait il est bu pas chez beaucoup. nous. Une dernière question, Alexandra. Et ça fait combien d'années que vous faites du coup le salon de l'agriculture? Je crois que c'est la 17e. 17e année. Ouais. Vous connaissez quoi? Oui. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, à vous. Alexandra Merci beaucoup. Delbo. Merci beaucoup, monsieur. Après le vin, on passe au couteau, la gueule, Camille Garcette. Oui, je suis de l'autre côté du plateau avec Jérémy Richalet, notre expert technologique, n'est-ce pas? Jérémy Richalet, vous êtes venu accompagner aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Exactement, alors je suis avec Benoît Mijoul et on va parler de couteau Laguiole. Alors il faut savoir que depuis plus de 200 ans, le couteau Laguiole règne sur le monde de la coutellerie comme une référence de qualité. Et ça tombe bien, Benoît en est l'un de ses artisans et l'un de ses artisans dépositaires de cette tradition coutelière française. Benoît, première question un peu toute bête, qu'est-ce qui différencie un couteau de Laguiole d'un autre couteau? Je pense que c'est sa ligne, déjà, qui est tout en courbe, rondeur, et sa prise en main. Voilà. Après, c'est un couteau non jetable. C'est un couteau où on peut, qu'on peut garder pendant des centaines d'années, si on l'entretient bien. On peut changer la lame, on peut changer le ressort, on peut changer le manche. C'est un couteau qui est fait pour durer et je pense que c'est ce qui différencie de bien d'autres couteaux. Je le disais, ça fait presque 200 ans qu'on produit des couteaux, qu'on fabrique des couteaux Laguiole, mais aujourd'hui en 2019, comment est-ce qu'on fabrique un couteau Laguiole? Mettez comme ça. Comment, pardon? Comment est-ce qu'on fabrique? Comment est-ce qu'on fabrique des couteaux? Alors là, c'est un peu compliqué à expliquer en 2 minutes. On part de l'acier, on découpe des lames, surtout par un porte-pièce, emboutissage, ou on découpe laser. Et après, on fait ce qu'on appelle le montage du couteau. Donc on travaille avec des machines à bande abrasive, où l'on va tourner le manche et on va donner... on va poncer le manche et on va donner le galbe entièrement à la main. Voilà. Vous nous en avez apporté 3. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, ces couteaux? Oui, celui-ci, c'est un couteau que j'ai sorti l'année dernière, donc qui est issu d'un bois que j'ai été prélevé dans un barrage hydroélectrique qui a été vidangé en 2014. Donc c'est un bois qui est resté plus de 80 ans sous l'eau. Voilà, avec une lame brute de forge, donc c'est une lame forgée à la main, et on laisse la croûte de forge. Voilà. Donc après, il y a la fameuse abeille qui est symbolique du couteau Laguiole. Tout le guillochage, là, tous les dessins sont faits à la main avant le traitement thermique du ressort. Voilà, c'est un manche un peu plié. Vous m'en montrez un autre qui est presque aussi joli, voire plus. Racontez-nous. Voire plus. C'est mon bébé, donc je peux dire que peut-être plus. Alors ça, c'est un couteau que j'ai dessiné il y a maintenant 10 ans. Il s'appelle le Tribal, donc c'est sur une base de Laguiole mais modernisée. Donc il est plus dans les lignes, dans les pointes. Donc c'est en corne de vache au braque. On est en train de relancer un peu la filière vache au braque parce qu'elle avait quasiment disparu. Voilà un peu, donc une meilleure prise en main. Et voilà, c'est un peu mon bébé, celui-ci. Et après aussi également... Alors excusez-moi Jérémy, je vais simplement vous demander de bien mettre le micro, voilà, parce qu'on n'entend pas trop, donc merci. Donc celui-ci c'est un couteau en corne de vache, en os de vache au braque que j'ai fait spécifiquement pour les bœufs fermiers au braque. Voilà.
Et donc, est-ce que vous arrivez à établir un espèce d'acheteur type? C'est principalement des passionnés? Alors, pas forcément des passionnés. C'est des gens qui aiment les belles pièces, les beaux couteaux. Un beau couteau, c'est agréable pour manger. Quand on va dans un restaurant et que les couteaux ne coupent pas, par exemple. Donc il y a des gens qui aiment bien se balader avec leur couteau. Voilà, travailler avec leur couteau, parce que à l'origine, c'était un couteau de berger. Bon, il s'est un peu embourgeoisé. Mais voilà, ça reste quand même un couteau utilitaire. Jérémy, on va devoir vous couper, mais je vois que vous avez des très très beaux couteaux ici. Juste une question, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part au Salon de l'Agriculture? Dans quel hall? Donc moi je suis dans le hall 2-1. Hall 2-1, ok. Et le stand B14. Eh bien écoutez, c'est noté. Lucas, on ira voir, je pense, ces très beaux couteaux qui sont vraiment très très bien sculptés. Moi j'admire vraiment ce travail, je trouve vraiment magnifique vos couteaux, donc merci beaucoup monsieur, merci Jérémy Richalet. Merci à vous. Camille Garcette, après les couteaux, les produits cosmétiques. Oui, des produits cosmétiques avec Laurence Giacomazzi, qui a un prénom italien, il me semble. Bonjour. Bien. Tout à fait. Vous avez ramené des produits cosmétiques et ce qui est particulier, c'est avec à base de lait d'ânesse, il me semble. Tout c'est ça à fait, à base de lait d'ânesse. Vous êtes avec, vous êtes avec Mélodie pour nous en parler justement. Mélodie Sforza, bonjour. Bonjour Lucas, bonjour Camille, bonjour Laurence Giacomazzi. Vous êtes artisane, productrice et fabricante de produits cosmétiques bio de la marque La Savonnière du Moulin. Et votre particularité, c'est que vous utilisez des produits à base de lait d'ânesse. Je vois d'ailleurs que vous avez amené quelques-uns de vos produits. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Tout à fait, et avec plaisir. Vous avez devant vous 3 crèmes pour le visage, Sublime Anès, des crèmes à base de lait d'ânesse, donc 50% de lait d'ânesse, du miel de mes abeilles parce que je suis aussi apicultrice en miel bio, de l'hydrolat de rose de Damas, de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, de l'huile de sésame, tout des bienfaits pour le visage des femmes. Vous avez aussi le savon barbe, parce que j'ai pas oublié les messieurs, le petit meusien. Le petit meusien qui m'a fait connaître dans le monde entier. Parce que on dit toujours que les femmes parlent, mais alors les hommes, c'est des pipelettes sur Internet. Et du coup, les hommes en ont énormément parlé. Et c'est parti à l'étranger. Et j'ai des revendeurs aux États-Unis. C'est vraiment phénoménal. Aucune publicité, c'est le bouche à oreille. Et donc de tous vos produits, celui un peu phare que vous conseillez le plus souvent à vos clients, c'est celui-ci ou est-ce qu'il y en a un autre ? Alors, le produit phare, ce sera peut-être le savon spécial visage. Là, vous avez un savon avec 50% de lait d'ânesse. Je suis la seule en France à mettre autant de lait d'ânesse dans un savon. Mais c'est un soin visage. Dedans, vous avez lait d'ânesse, vous avez toujours du miel, de l'hydrolat de rose de Damas, vous avez des argiles différentes et vous avez de l'huile d'argan. Donc, non seulement on va faire un soin, on va se laver, mais surtout, ça va apporter beaucoup de bienfaits. C'est comme beaucoup de soins dans la peau. Ce savon-là a l'air très doux, quoi. C'est très doux parce qu'il faut s'imaginer que vous avez 70% d'ingrédients pour seulement 30% de base lavante. D'accord. Par rapport à un savon pour le corps où vous allez avoir énormément de savon et un tout petit peu de lait. C'est ça qui va faire la différence. Et il faut comprendre que le lait d'ânesse, c'est un régénérant et un restructurant cellulaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser la question, est-ce que vous avez la peau grasse, la peau sèche, la peau atopique? On s'en fiche. Il cible le problème de votre peau et il refait la cellule. Et nous, les femmes, ce qu'on adore, c'est un antiride naturel. Et justement, j'allais vous demander pourquoi avoir choisi donc le lait d'ânesse, pas plutôt par exemple le lait de jument qui est également utilisé dans certains cosmétiques. Alors, le lait d'ânesse, il va soigner. On prend un exemple. Quand on a un problème de santé, on peut faire des cures de lait d'ânesse. On a remarqué que le lait d'ânesse était très bon pour la maladie de Crohn, pour les intestins, très bon pour l'estomac. Et l'intérêt, c'est que c'est lui qui cible le problème. On prend, on fait une cure et on se sent mieux. D'accord. Et pour la fabrication de vos produits, c'est vous qui faites la traite des ânes. Et comment ça se passe après? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec une entreprise ou est-ce que vraiment tout est fait main? Ah non, tout est fait main. C'est pour ça que quand j'arrive au salon de l'agriculture, je suis déjà fatiguée, moi, d'avoir pas de produits. Le principe, c'est je trais et je fabrique. Le lait d'ânesse, le problème, c'est qu'il se garde 72 heures. C'est le seul lait qu'on ne peut pas pasteuriser. Donc, tous les jours, fabrication. Le magasin est ouvert tous les jours puisque le laboratoire jouxte le magasin. Tout à fait. Ce qui fait que je travaille samedi, dimanche, jour férié, on n'a pas le choix. Ça reste pratique du coup quand même pour vous. Comment? Ça reste pratique quand même pour vous du coup d'avoir le magasin qui est à côté du laboratoire. Voilà, je travaille, quelqu'un vient acheter, j'arrête, je suis pas là statique à attendre le client. Non, je peux bosser, c'est ça l'intérêt.
Et puis surtout à préciser, c'est que vous utilisez des produits qui sont recyclables, comme par exemple votre savon. Vous me disiez tout à l'heure que c'était vos branches de foin, je ne sais plus exactement. Non. Alors, et pareil pour les petits pots. Je recycle mes ficelles de bottes de foin. Ah oui. Ben voilà, c'est pratique. On accroche ça sous la douche et puis ça y est, et on en a des ficelles. Après, les petites boîtes, par exemple pour le savon visage, toutes les boîtes sont fabriquées en boîte peuplier dans le village suivant, à côté de chez moi. Donc c'est pratique. Vous avez la crème visage, les pots sont recyclés, sont consignés. Donc un client achète sa crème. À chaque fois qu'on nous ramène le pot vide, j'offre un savon avec 30% de lait d'ânesse dedans pour le Très geste bien. écolo. Très bien. Donc tout est fait pour l'écologie, dans le sens de l'écologie. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, madame. On va passer. Oui, voilà. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci, Mélodie Sforza. On fait donc, c'est déjà la fin, Camille Garcette de Travers Champs. Juste avant de terminer quand même, on est avec Bastien Cochet. Bonjour Bastien. On fait un petit récapitulatif de ce qui va se passer aujourd'hui au salon. Et oui, c'est le programme du jour. Bonjour Lucas, bonjour Camille. Bonjour. Alors, pour attaquer cette 4e journée du Salon de l'Agriculture, quoi de mieux que de se plonger dans les traditions françaises, parce que bien manger et bien boire, c'est très bien, mais découvrir le folklore de nos régions, c'est encore mieux. Alors, pour cela, c'est au stand des Hautes-Alpes, dans le pavillon 3, aujourd'hui, depuis 11h et jusqu'à 16h, avec le groupe Léi Mantenaire Chant-Souris, j'espère que je le dis bien, qui perpétue en fait les chants et les danses des vallées montagnardes des Hautes-Alpes. Alors au programme, rigodon, mazurka et obad, des danses que je suis sûr vous maîtrisez parfaitement. Évidemment. Et que je connais parfaitement surtout. Et certains sont doués avec leurs jambes, d'autres le sont plutôt avec leurs mains, et c'est le cas des jeunes bouchers d'un concours qui se déroule cet après-midi. Effectivement, depuis 11h, des jeunes artisans s'affrontent au cours de la seconde édition du concours des jeunes bouchers. Ils sont 18 en lice pour se départager. Le concours se passe de 13h15 à 13h45, puis de 15h30 à 16h. Et ils seront notés sur leur maîtrise du parage. Le parage, c'est le fait d'enlever toutes les pièces non comestibles sur la viande et aussi la découpe donc de viande de bœuf, d'agneau ou de veau, parmi les juges, des professionnels et même un meilleur ouvrier de France. Et ça se passe au pavillon 1, stand E36. Tous les jours, vous nous conseillez une activité ludique, Bastien, pour les enfants présents au salon. Et aujourd'hui, c'est les abeilles qui seront à l'honneur. Alors vous le savez, l'état des abeilles est alarmant. Il y a de plus en plus de communication pour sauver les abeilles. Et dans ce cadre-là, au pavillon 2.1 au stand D10, il y a une initiative qui est en fait la récolte de la ruche. Donc c'est de 15h à 16h. Et là, les petits comme les grands peuvent venir récolter dans la ruche directement et ensuite repartir avec leur petit pot de récolte. Et pour finir, on a une initiative qui sera très intéressante pour les animaux qui ont peur d'aller chez le vétérinaire. Et oui, c'est ça. Chaque année, il y a plein d'animaux qui sont traumatisés à l'idée d'aller chez le vétérinaire, qui ont peur. Je sais que vous avez tous vécu ça. Et donc, à cette occasion, l'organisation professionnelle des vétérinaires libéraux crée un petit atelier au pavillon 4, au stand de la ferme pédagogique. Pour ceux, en fait, ils vont vous donner plein de techniques pour pouvoir relaxer votre animal avant d'aller chez le vétérinaire pour que ça se passe le mieux possible. Et ce sera de 16h30 à 17h pour les chiens et de 13h30 à 14h pour les chats. Très bien, eh bien merci beaucoup Bastien Cochet. Donc voilà, vous avez tout le programme de la journée, vous pouvez venir au salon toute la journée et aller où vous le souhaitez grâce à Bastien Cochet. Merci. C'est déjà terminé. Camille, c'est terminé l'émission. Oui, voilà. c'est À travers Champs, ça vient de se terminé. terminer. Je pense que ça vient de se terminer. C'est passé très très vite. Je pense qu'on pourra retrouver cette émission quelque part, à mon avis. Sur Facebook Live, effectivement, sur le Facebook Live de Fréquence ESJ. Et n'oubliez pas, Camille, que cet après-midi, on a une autre émission, exceptionnellement aujourd'hui. Samedi aussi, on en aura une autre, mais on vous en parlera un peu plus tard. Cet après-midi, on a une autre émission de 13h45 à 14h45. Présentée par Antoine Lhermitte. Présentée par Antoine Lhermitte. Et on va recevoir Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, l'ex-ministre de l'Intérieur. Camille, vous le présentez
présenter, j'imagine aussi. Écoutez, spoiler, oui, voilà, écoutez, c'est vrai, je vais le présenter en rap comme d'habitude. Voilà, on accueillera aussi de nouveau des producteurs. On sera aussi en duplex avec Alban Gamay de Saint-Germain et Dimitri Hainaut. On recevra notamment des producteurs d'ail et des vignerons, notamment Stéphanie Rousseau qui est qui est vigneronne. Vigneronne, on peut le dire. Vigneronne, ouais. très bien. Bon, voilà, nous recevrons les vignobles Rousseau tout à l'heure. Restez avec nous donc à 13h45 à 14h45. C'est tout à l'heure. À travers champ, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis.